Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 88 du Dreamcast Show. Et on salue particulièrement les habitants des Vosges. Et oui, les fans de salade vosgienne, de Mirabel ou de Münster. On espère que vous vous portez bien et on se retrouve du coup pour la suite de l'épisode 87, à savoir les changements par rapport à la saison passée. Et du coup, après avoir étudié les changements chez les joueurs spécifiquement, eh bien on va étudier un peu plus globalement les changements chez les équipes, que ce soit dans la répartition des tirs ou dans le style de jeu. Voici un peu le programme et pour ce faire, on a un invité puisque c'est Guillaume qui va se joindre à nous. Donc j'espère que le programme vous plaît et si c'est le cas, eh bien installez-vous bien et on est parti tout de suite. Et donc nous ne sommes pas deux, mais trois aujourd'hui. Et honneur à l'invité, évidemment. Guillaume, comment ça va et bienvenue, tout simplement. Eh bien merci, ça va très bien et vous ? Eh bien moi ça va. Et toi Azad qui est là évidemment. Comment tu vas Azad ? Bah, ça va, je suis fatigué. Ça me fatigue d'être au chômage, j'ai trop de boulot, je fais trop de choses. Le salariat, ça se dit le salariat, ouais. Enfin, je sais pas, je crois que ça va presque finir par me manquer d'avoir une routine. Là, le matin, je suis obligé de me mettre des réveils pour me forcer à bosser. Là, il y a des fois où, genre, l'autonomie, ça me perturbe un peu. Je suis peut-être pas assez mature pour être dans un cadre trop libre. Alors du matin, on dit pas mature, on dit matinal par contre. Au niveau de la prononciation. Mais c'est le Celtics Blog, tu te mets pas des réveils pour le Celtics Blog ? Bah si, mais il y a des fois les matchs, je les regarde et j'écris l'article depuis mon lit quoi. Genre j'avoue c'est un peu c'est pas bon comme éthique de vie, tu vois. Il faudrait que j'arrive à me lever tous les matins, à me motiver, à me mettre derrière le bureau. Il y a des matins, j'avoue, c'est un peu je les écris un peu avec les doigts de pied en éventail, c'est pas très professionnel. Après bon les articles en sont tout aussi bien, mais je pense que j'y gagnerais à me mettre dans une posture plus professionnelle quand même. Tu les trouves géniaux tes articles, c'est ça ? Je les trouve, bah, en vrai pas tous. Franchement, il y en a, genre, je suis pas convaincu, mais il y en a que je trouve vraiment bien, ouais. Non, c'est Butler par exemple. Butler, je pense qu'il a a été été payé mal... cher ou pas pour générer de l'engagement dans le vide. Et bah franchement, les mecs, ils étaient pas très chauds quand même à la base. Je pense qu'il y en a un des deux rédac chefs qui pense que c'est vraiment une idée de merde. Et qui pensait que c'était vraiment juste pour faire du buzz. Et il y en a un qui était plus en mode genre, ah ouais, j'avoue que j'y avais pensé aussi, surtout côté finance. Et du coup, déjà, ça a été un peu une lutte pour arriver à le publier. Et après, une fois qu'il a été publié, je pensais pas me faire enchaîner de la sorte. Mais ouais, j'ai eu le droit, j'ai bien dégusté, disons. Et du coup, tu considères que c'est un bon ou un mauvais article ? Moi, je pense que c'est un bon article, c'est dommage que personne ne l'ait lu, quoi. Enfin, je pense que les mecs, ils ont vu le titre et ils sont pas vraiment allés plus loin, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Mais ce n'est pas le sujet du jour, on ne va pas forcément parler des Celtics, mais avant de commencer, Guillaume, j'ai demandé à Azad. Azad n'a pas de résolution pour 2025. Est-ce que toi, tu as des résolutions pour commencer l'année ? Une résolution ? C'est quoi que t'appelles une résolution ? Bah, tu sais, les bonnes résolutions, quoi, pour commencer l'année, début de janvier. la nouvelle année. Voilà. Non, et c'est pas parce que je suis parfait, c'est parce que je les tiendrai pas. Non, mais alors, c'est vrai que plus sérieusement, nous, je lance une quotidienne quand même. C'est pas une résolution en soi, mais on va essayer de la tenir parce que ça pourrait être cool si on y arrive. Donc, est-ce que ça compte en termes de résolution ? Ouais. C'était un peu l'idée. L'idée derrière la question, quoi. Et ouais, parce que j'ai failli répondre vraiment au premier degré. Oui, alors je vais essayer d'être plus patient dans ma vie, mais c'était moins intéressant, on est d'accord. Ouais. Enfin, quoique, peut-être que ça aurait intéressé les gens, je ne sais pas. Mais oui, du coup, tu as une quotidienne du coup sur Twitch tous les soirs pour débriefer les matchs tactiques, c'est ça ? Tout à fait. Je lançais la semaine du 6 janvier. C'est juste en fait Enfin, vous le savez, puisque vous faites partie de la rotation de l'hebdo, et vous avez bien vu que c'est pire que l'an dernier en termes de durée, et que même il y a des fois où on parle pas tant que ça de match de la semaine, ce qui était un peu le but de l'hebdo,
qu'on se retient, ou qu'on n'en fait pas tant que ça, et que l'hebdo fait quand même 2 heures, 2h15, 2h30. Donc l'idée, c'est juste de se dire, bon, on va essayer d'alléger l'hebdo, qui va essayer d'être garder un peu des rubriques, genre les news, genre les questions auditeurs, les auditeurs adorent ça, le quiz, les focus aussi, des trucs un peu plus à l'échelle macro, et les matchs aussi, hein, mais il y a un peu ce truc de la quotidienne qui permet juste de... Ben voilà, on voit un match dans la journée, on se branche le soir, on en parle tranquillement, ça nous fait des 1 heure, 1h30 de podcast ensuite, de quotidienne, pour ceux qui veulent vraiment suivre l'actu un peu plus. Et nous, ça nous permet de parler de matchs, de plus de matchs, on va dire, parce que tu vois, sur la première semaine, on a parlé, on avait 2 énormes chocs, Cleveland, c'était quoi, Cleveland-Boston, Cleveland-OKC, on a parlé, qui ne serait pas rentré dans l'hebdo, on a parlé de Détroit-Portland, qui n'aurait pas été dans l'hebdo, je pense pas qu'on aurait pris le temps de... Sinon l'hebdo aurait fait 5 heures, enfin bref. Donc c'est un peu l'objectif, c'est juste on se retrouve le soir sur Twitch, et pour ceux qui sont pas là, il y a le podcast évidemment, et le replay. Et oui, donc la nouveauté 2025 pour l'instant du Basket Lab, la voici. Et donc nous allons partir pour notre épisode parler des changements. Et du coup Guillaume, si tu n'as pas tout compris, je peux réexpliquer pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode. Tout simplement, Azad que tu connais très bien, ici présent. Très bon pseudo d'ailleurs. Ouais. a fait une formation, je ne sais pas si tu avais entendu qu'il avait fait une formation, et avec cette formation, il a pu récupérer des datas, donc en grande quantité, et ça évitait de tout faire à la main. Et donc, il avait cherché les grandes différences majeures chez les joueurs en termes d'efficacité, de répartition de tir, etc. Et il a fait pareil avec les équipes, donc que ce soit sur les fréquences de shoot, les efficacités, certains playtypes, etc. Et tout simplement, bah écoute, Azad, si tu veux expliquer plus en détail ce que tu as fait et sur quoi tu veux commencer, eh bien je te laisse la main. En fait, j'avoue, c'était pas mal pour m'entraîner aussi, juste à traiter de la donnée avec Python et voir un peu en quoi ça pourrait servir côté basket. Donc j'avoue, c'était plus une exploration que vraiment un objectif pur à la base. Mais du coup, j'ai remarqué qu'au final, on pouvait faire un peu des petits trucs intéressants, et c'est surtout que ça permettait de faciliter un petit peu le travail et le traitement de la donnée. Et moi, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est quand on avait fait un peu les différences individuelles avec Guillaume, même sur l'hebdo, on avait parlé de Norman Powell qui avait augmenté à mort de usage, James Harden aussi, ou alors des joueurs d'Orlando avec Banchero qui était absent. Les Clippers, c'était parce que Paul George était parti et Kawhi était absent. Donc on avait remarqué qu'en réalité, les différences individuelles d'un joueur étaient pas mal liées à des différences individuelles qui s'étaient faites un peu dans l'effectif. C'est un peu contextuel en fait. Il y en a qui ont eu plus de volume parce qu'il y avait un absent ici ou là, quoi. C'est ça. Et il y a des différences dans les équipes où je ne m'attendais pas à que ce soit à ce point lié aux joueurs aussi. Et c'est par exemple Chicago et du coup Sacramento, je vous laisse deviner un peu pourquoi, qu'on est vraiment genre muté en termes de répartition des tirs. Chicago, ils prennent moins 11%, moins presque 12% de tirs à mi-distance, et ils ont augmenté leur volume de 3 points par 12% pour le coup. Donc vraiment, ils ont transposé leur jeu à l'extérieur, alors que Sacramento, ils prennent 4% de 3 points de moins et 8% de mi-distance en plus. Et j'avoue qu'au début, je me suis dit, c'est hyper bizarre. Je me suis dit, ouais, c'est peut-être... En fait, au début, j'avais pas compris pourquoi, et on m'a tout de suite repris et on m'a dit, en fait, ouais, c'est juste, c'est DeRozan qui a été changé, quoi. Ouais. Et est-ce que Guillaume, tu savais que DeMar DeRozan avait augmenté sa fréquence à mi-distance cette saison? Encore? Ouais, plus 4%. Attends, là, je vais aller voir ça, mais c'est incroyable parce qu'il était déjà premier de NBA l'an dernier. Mais on parle des longs mi-distance ou même les flotteurs et tout? Les deux. D'accord, ok. Ok, oui. C'est plus un fun fact qu'autre chose, mais bon, on attend. Ça dépend pour qui. Fun. Le fun est relatif. 40% de long mid. Ouais. Mais c'est pas possible. Si. Mais c'est quoi son efficacité générale avec ça? Il doit être à 100 parce que genre il en met 45%, il y a un peu de lancer, un peu de drive, mais... Mais même 45%, tu fais x2, ça fait... 0,90. 0,90 points par tir. Et 45%, c'est génial. Et t'es en dessous des 1 point par tir tenté, quoi. Ouais. Mais... Alors attends, regarde l'efficacité. Ah oui, ouh là là. Ouais, ça va bien les Kings, hein. Franchement, Mike Brown, il fallait le virer. On est d'accord.
Et Bah bah, au oui. final, les Kings qui gagnent quand même sur les 6 derniers matchs là. Mais c'est très bizarre la manière de gagner. Enfin, bref, on n'est pas là que pour parler des Kings. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ça en gros niveau stats, je me suis dit, enfin, je pensais pas qu'un seul joueur pouvait avoir une telle influence sur la physionomie en gros de tir d'une équipe. Et on le remarque pas mal aussi avec c'est Memphis, une des équipes qui a le plus changé cette année. Et en fait, c'est vachement lié, par exemple, au retour de comment il s'appelle, de Ja Morant. Jamorant. Ouais, parce que du coup, par exemple, tu vois, du côté de Memphis, c'est le nombre de drives par match qui a explosé, qui a augmenté. Ils prennent 10 drives en plus par match que la saison dernière. À l'échelle d'une équipe, c'est quand même assez énorme. Et c'est là Oui, où tu parce que vois. tu mesures pas que le total brut, tu mesures surtout la différence relative à l'an passé. Ouais, C'est là où ils sortent du lot, c'est parce qu'en fait, l'an dernier, ils étaient blessés, ils s'étaient tout cassés. Quoi. Mais c'est là où l'analyse de Memphis est un peu compliquée relatif à l'an passé. c'est ça. Bah, c'est là aussi où ça peut être compliqué quand on voit, par exemple, la deuxième équipe qui a le plus augmenté le nombre de drives, c'est Cleveland, mais avec seulement 4 drives en plus par Ouais. match. Et là où par contre Cleveland a explosé, c'est en efficacité en points par drive, où ils ont augmenté en gros de 0,12, ce qui est assez énorme en termes de. Bah, si tu marques. En gros, ça veut dire que C'est 12 points par 100 possessions, quoi. c'est 12 points par 100 possession en C'est plus énorme. par drive et t'as augmenté ton volume de drive, donc c'est vraiment bon. Et du coup, je me demandais un petit peu, genre, avant d'aller de noter un peu toutes les stats et de toutes les citer, est-ce que, genre, toi, Guillaume, quand tu regardes un petit peu une équipe d'une année sur l'autre, tu regardes des points statistiques en particulier pour voir si elle a évolué, ou c'est plus en fonction de ce que tu te rappelles de l'équipe l'année dernière, ou est-ce que tu as des notes pour suivre ça? Non, moi j'aime bien. Alors, je sais que j'ai un peu la caricature du mec de Excel, justement. Mais, mais c'est vrai que moi, c'est surtout la tactique qui me passionne. Et je pense que c'est. En plus, vous le savez, j'aime pas trop regarder les stats en début d'année, sur toute la première moitié, parce que ça veut pas dire grand-chose sur tout ce qui est efficacité et tout. Et non, non, moi je préfère plutôt regarder en termes de ce qui se passe sur le terrain. Après, c'est vrai que, notamment, alors, efficacité, comme dit, il faut de gros échantillons pour que ça se normalise et éliminer un peu tout ce qui est facteur aléatoire, chance, de petits échantillons. La fréquence, c'est vrai que ça, c'est un truc qui peut s'établir plus tôt. Il y a moins de variance en fait, c'est juste où est-ce que tu prends tes tirs. Ça a pas, t'as pas besoin de 60 matchs pour que ça se normalise. C'est juste, bah, toi, tu es proactif. Il y a beaucoup moins de aléatoire. Donc ça peut être intéressant à regarder aussi. Mais après, voilà, excuse-moi, c'est un peu bateau, mais c'est toujours un peu les deux, quoi. Mais c'est vrai que tu vois, si je prends par exemple le cas de Memphis, c'est vrai que c'est intéressant parce que quand tu vois les matchs visuellement, et même sans comparer par rapport à l'an passé où ils étaient tout cassés, mais je sais et je me souviens que le Memphis d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, donc 22 et 23, quand ils sont déjà une bonne équipe, il n'y avait pas autant de drive, quoi. Il n'y a pas autant de drive de la part. Ja Morant déjà un peu, mais quand tu prends un mec comme Jaren Jackson, tu vois, qui est un peu mis au centre de tout, et ça, c'est un truc que tu vois concrètement en match. Et après, oui, c'est bien d'aller prendre un peu la béquille un peu des stats pour confirmer ça. Ou si tu prends l'exemple de Milwaukee, tu te dis, bah, je sais pas quoi penser de cette équipe, quoi. Au final, qu'est-ce qui se passe? Ils sont bons, ils sont pas bons. Et tu vas voir les stats, tu dis, ah ouais, en fait, ils ont un net rating, un différentiel attaque-défense de 0. Et en fait, ils sont moyens en attaque, moyens en défense. Ah oui, donc en fait, ça illustre bien ce que je vois visuellement en match, quoi. Bah, du coup, moi, c'est là où j'ai eu une petite un peu découverte, ou alors il y a quelque chose que j'ai loupé en défense du côté de Denver, que j'avais pas forcément remarqué. Mais donc, on va prendre Denver, c'est une des équipes qui a eu un changement qui est assez remarquable en termes de stats défensives. C'est au niveau de la fréquence laissée au cercle et au niveau des lancers francs concédés. En fait, Ouais. c'est devenu une défense bien plus conservatrice, entre guillemets, dans le sens où ils sont passés de la 22e équipe qui encaisse le plus de tirs au panier à la 7e, donc il y a une vraie volonté de limiter le nombre de tirs au cercle. Et en plus de ça, en termes de free throw rate, l'année dernière, ils étaient 19e, 18e en termes de free throw rate concédé. Cette année, ils sont passés aussi 7e. Et ça, tu vois, autant les changements offensifs de Denver, je les avais vus assez facilement, entre guillemets. J'avais pas eu l'impression que dans les schémas défensifs, il y avait une grosse différence. Je sais pas si toi, c'est un truc que tu avais remarqué. Non, pas à ce point. J'avoue que pas à ce point, mais c'est vrai que en fait, c'est toujours marrant de voir le panier et les 3 points.
Parce que, bon, déjà, c'est 2 colonnes de stats, mais ce qui est marrant, c'est que ça se répond. Et pourquoi? Parce que c'est lié, quoi. C'est comment est-ce que tu fais pour protéger le panier en limitant la fréquence de tir au cercle? C'est avec des schémas agressifs. Et donc, bah, forcément, il faut que les mecs viennent de quelque part. Et en général, ils viennent des 3 points. Donc, tu abandonnes de plus de 3 points. Et donc, c'est marrant de voir un peu cette symétrie, effectivement, ils passent de mauvais au cercle à bon. Et de l'autre côté, ils passent on autorisait très peu de 3 points, finalement, bah, on autorise beaucoup plus, quoi. Donc, c'est. Mais là encore, du coup, est-ce que c'est rentable comme opération, au final, en termes d'efficacité globale défensive? Bah, c'est là où du coup tu t'attends à ce que la défense tourne mieux et vous en aviez parlé dans un hebdo, c'était que ils avaient des problèmes au niveau de la défense de transition. Ouais. Mais si tu regardes même que sur la défense de mi-terrain, l'année dernière ils étaient cinquième meilleure défense de mi-terrain, cette année ils sont 14e et en fait c'est parce qu'ils autorisent moins de tirs au cercle, mais la réussite au cercle elle a explosé. Ils sont passés de Bah oui. sixième meilleure défense au cercle en termes d'efficacité à 26e. Ouais, et je pense que l'absence de Gordon n'a pas fait du bien. Enfin, c'est l'arrivée de Gordon avait fait du bien en ce Ouais, sens, mais là, l'absence de Gordon fait que parce qu'en plus, tu sais que Gordon n'a pas été, il n'avait pas été remplacé numériquement entre guillemets quoi. C'est pas genre Peyton Watson qui passe titulaire à sa place, son backup, et qui prend autant de minutes. Ça avait été remplacé par plutôt Westbrook qui rentre dans le starting five. Et donc ouais, je pense que c'est intéressant de noter en termes de fréquence. ouais. Parce que, comme dit, hein, on le voit assez rapidement et c'est très lié au schéma tactique finalement. Où est-ce que, dans quelle zone tu concèdes tel ou tel tir. Après, sur l'efficacité et surtout quand on a une absence de Gordon qui a été absent la moitié de la saison, littéralement pour l'instant, c'est vrai que pour l'efficacité, j'attendrai de voir parce que si ça se trouve, c'est juste que bah, y avait les bons schémas. Il Ouais. n'y avait pas les mecs pour Ouais. les exécuter quoi. Et ça pour le coup c'est vrai que vous aussi je pense, mais tu vois des matchs des Nuggets, bon bah Jamal Murray il est pas top en off-ball, Westbrook il est bon on-ball mais off-ball il fait pas les rotations, Michael Porter Jr c'est quand même mieux, mais voilà, enfin bref c'est pour l'efficacité, ça vaut le coup d'attendre, mais très bon indicateur en effet Ouais. de la répartition des tirs. Ça m'a pas sauté aux yeux pour le coup. Alors après, je vais pas mentir, j'ai pas non plus vu 40 matchs des Nuggets, hein, on est d'accord. Ouais. Mais ça m'avait pas sauté aux yeux non plus. Mais ouais. Bah, c'est là où je Mm. trouve que l'exercice de regarder les stats un petit peu à milieu de saison de fréquence, du coup, ça peut être. Enfin, je trouve qu'en termes d'indicateurs, c'est intéressant justement peut-être pour bah, noter des choses qu'on n'a pas forcément pu voir à l'œil nu. Et ça rejoint aussi un peu de mais pourquoi vous utilisez autant parfois les stats pour parler de tactique. C'est parce qu'en fait, si on devait compter à chaque fois le nombre de schémas en edge ou le nombre de schémas en drop qui du coup influence sur la fréquence globale au cercle, on pourrait pas, ça prendrait des années à tout noter, tout revenir sur les choses qu'on aurait vues. On Et pourrait, là, mais c'est... il faut être salarié de Denver, quoi. C'est ce qu'ils font. Oui, Mais non, voilà. mais chaque équipe NBA a des mecs qui font ça, quoi. Oui, C'est clair et net. Mais ouais, non, mais c'est ce que tu veux dire. On n'a pas le cerveau, et même si on avait le cerveau, on n'aura pas le temps de le faire matériellement, quoi. Mais en plus, tu as ce truc aussi de, tu vois, tu me demandes si je l'avais remarqué. Quand tu regardes un match, ça peut arriver, mais je veux dire, sur un match, la performance n'est pas représentative. Donc, même si sur ce match-là, tu pourrais remarquer, ah tiens, c'est vrai qu'il y a plus de 3 points, ah tiens, c'est vrai qu'ils sont agressifs sur le cercle, tu te dirais pas forcément, je vais extrapoler, et je pense que c'est ça, quoi. C'est peut-être juste un match, c'est peut-être juste aussi ce que fait l'attaque en face, c'est peut-être juste le fit. Donc, même si tu remarquais ça sur un match, c'est vrai que la béquille des stats est là parce que justement, comme tu dis, on peut pas voir, on peut pas tout compter, on peut pas tout retenir. Donc, c'est utile, en fait. exactement. Et du coup, moi, je voulais challenger un petit peu notre ami Baptiste aussi sur les Knicks, savoir ce qu'il pensait un petit peu du volume et de l'efficacité sur drive de ces Knicks cette saison, vu que tu as dû quand même pas mal les voir. J'ai Non, pas l'impression, trop. de cette saison en tout cas, c'est la deuxième équipe qui a le plus augmenté son efficacité sur drive, Ah bon? avec plus 0,08, donc plus 8 points par 100 possessions sur drive. Mais par contre, le nombre de drives a énormément diminué. Ils en font Ah oui. 5 de moins que l'année dernière. Est-ce que toi, c'est un truc que tu avais remarqué, peut-être des meilleures lignes de drive dû à un meilleur spacing, mais du coup, moins de drivers sans Julius Randle? Voilà. Après, oui et non. En fait, pour moi, il y a aussi un truc qui a changé. C'est un peu dans la manière de jouer au Knicks. Et bah, tout simplement, on en avait un peu parlé. Mais c'est qu'avec Karl Anthony Towns, comme dit, peut-être que c'est un joueur qui drive moins. Mais il y a beaucoup de systèmes où finalement, il est utilisé un peu en hub ou en tout cas en tête de raquette sur des delays ou des choses comme ça. Et l'action va partir de là. Et ce qui est intéressant avec les Knicks, c'est que finalement, en faisant moins de drive, bah, leur fréquence de tir au panier a quand même augmenté.
Du coup, l'année dernière, ils étaient à 31,5 et là, ils sont quasiment à plus 2%. Donc en fait, ils prennent plus de tirs au panier, mais avec moins de drive parce que c'est beaucoup plus des actions. En fait, je pense qu'il y a un peu une diversité quand même tactique qu'il n'y avait pas. Sur le côté, bah ouais, Karl Anthony Towns, il va être en poste haut et il va y avoir des gens qui coupent, que ce soit Josh Hart qui a abandonné parce qu'il a posé un écran sur Brunson et on est trop agressif sur Brunson, ou il va poser un écran, un backscreen ligne de fond pour OG Anunoby ou des choses comme ça, quoi. Donc je pense que ça se voit qu'il y a des meilleures lignes de drive, ça, je pense que c'est le jour et la nuit quand même par rapport à l'année dernière. Mais il y a aussi moins de drive parce que Bronson, mine de rien, il se fait beaucoup blitzer, ou en tout cas on fait du edge ou du blitz face à lui, et du coup il a moins de lignes de drive face à un drop qu'on pouvait concéder l'année dernière finalement un peu plus facilement parce qu'il n'y avait pas forcément le spacing. Et l'autre chose, du coup, ouais, c'est que je pense qu'il y a beaucoup plus de cuts et de diversité pour arriver au panier, quoi. Ok. Mais du coup, ouais, tu sens pas qu'il pourrait plus appuyer sur le drive, c'est plus la diversité des moyens d'aller au cercle qui a changé plus Bah, que la pression sur le cercle, quoi. au final, comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de drivers, quoi, dans l'équipe. C'est vrai. Ils voudraient, mais ils peuvent pas, en fait, je pense, Voilà. en un sens. Tu Je vois, je pense me demande que... à quel point il n'y a pas un peu un espèce de syndrome Chris Paul. Chris Paul, tu regardes ses chiffres en carrière au panier, tu dis ah ouais, il finit 80% de ses actions au panier, c'est incroyable l'efficacité. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, il va jamais au panier. Et donc en fait, il Ouais. prend que les lay-ups qui sont grands ouverts, quoi. Il y a pas ce truc d'un peu de forcer le truc. Avec Chris Paul, il a jamais eu ça. C'est d'ailleurs un peu son problème. Mais c'est là-dessus où il faut faire un peu gaffe parfois par rapport à ça. Mais t'en as plein des joueurs comme ça où tu dis ah ouais, super efficace. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un biais d'échantillonnage à la base, quoi, tu vois, de sélection à la base, où en fait il est très très efficace parce qu'il prend que les trucs où c'est très grand ouvert et il y a la place. Et s'il y a un peu compliqué, il les prend pas. Et je pense qu'avec les Knicks, il y a un peu ce truc de bah ouais, dès que t'es Towns et que t'arrives à bien combiner, tu peux libérer de belles lignes de drive. Après, c'est vrai que quand Towns n'est pas là, t'as quand même un sacré manque de spacing. Et en plus du manque de driver qu'a évoqué Baptiste déjà, ce qui fait que. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un côté, ouais, ok, ils sont plus efficaces, mais parce qu'il y a juste un ou deux types de configurations où ça fait plus de drive. Et en fait, du reste, c'est même pas qu'ils font des drives, mais ils sont pas efficaces à la fin. C'est juste qu'ils les font pas du tout. En fait, ils peuvent même pas les faire parce que t'as Josh Hart, son mec, il va camper dans la raquette de manière agressive, etc. quoi. Donc c'est là où il faut toujours aussi lier justement volume et efficacité et pas seulement regarder un truc dans un aspirateur, quoi, in a vacuum. Oh, waouh. Non, c'est pas comme ça, Ouais, non? bah, oui, c'était un peu aussi pour mentionner ça. C'est vrai que on en a parlé dans l'épisode sur les Knicks et tu peux manquer un petit peu de diversité parfois, je pense, dans l'attaque des Knicks. Et je crois qu'il y a un article que j'avais vu passer il y a pas longtemps qui était un peu sur est-ce que au final l'attaque des Knicks est pas un peu un monstre à deux têtes mais qui peut faire qu'une seule chose entre guillemets quoi et qui du coup est un peu restreint en termes de diversité offensive. Ouais. Autre équipe qui a pas mal changé, et je me demande à quel point là, il n'y a pas un potentiel pour être encore une meilleure équipe, ou en tout cas qui finisse plutôt bien classée et qui soit peut-être même difficile à jouer en playoff, c'est les Hawks. Et c'est marrant parce que là encore, du coup, on a une grosse influence du trade de cet été. Mm. Il y a une grosse influence et sur pas mal d'aspects du jeu, par exemple, les Hawks, c'est l'équipe qui a le plus diminué son volume de pull-up. Et l'équipe qui l'a le plus augmenté, c'est les Pelicans. Mais Donc, pourquoi donc? pourquoi donc? Exactement. Donc ça, c'est directement l'influence de Dejounte Murray sur le jeu des Hawks. Et ce qui est intéressant dans le jeu des Hawks, c'est qu'en plus, c'est une des équipes qui s'est le plus rapprochée du cercle cette saison. Et c'est vrai que tu mentionnais les Knicks tout à l'heure, Baptiste, qui avait augmenté de 2% leur fréquence au cercle. Les Hawks, c'est 2,5%. Ça peut paraître peu, mais en fait, les équipes qui ont augmenté leur fréquence au cercle cette saison NBA, il y en a très peu. Il y en a que 6. Et en fait, parce que toutes les équipes en NBA, quasiment, sinon, ont augmenté leur volume à 3 points. En fait, le volume moyen au cercle, il a diminué, le volume de mi-distance a diminué, le volume de corner à 3 points a presque pas bougé. Et en fait, c'est le volume de tir à 3 points above the break qui a explosé en NBA.
on a des équipes qui ont augmenté de plus de 9% ces tirs de là, depuis above the break. Tu as Chicago plus 9, Minnesota plus 7. Du coup, c'est vrai que quand tu regardes un peu l'évolution de la typologie de tir des équipes, tu as une grosse évolution encore plus vers le 3 points qui a été influencé cette année. Et du coup, elles sont assez rares, ces équipes qui ont augmenté leur pression au cercle. Mais du coup, Atlanta en fait partie. Donc Atlanta a une attaque un peu plus analytics qu'avant, entre guillemets, qui s'est retournée un petit peu du coup autour de Trae Young, qui est redevenu un peu plus héliocentrique, disons, et du coup moins de pull-up, et en fait tous les pull-ups de Dejounte Murray ont disparu, pour remplacer ça un peu plus par du mouvement autour de Dyson Daniels, Zachary Rizaché, et même Jalen Johnson, qui porte énormément la balle, au final, qui est un des joueurs qui touche de plus de ballons par match cette saison. Et il y a aussi une grosse différence du côté d'Atlanta, c'est en défense. Et c'est là où aussi on peut remarquer potentiellement l'influence Mm. même d'un joueur extérieur quand on voit que c'est une des équipes qui a le plus augmenté le nombre de turnovers provoqués et c'est aussi une des équipes qui a le plus augmenté enfin qui a le plus diminué la présence au cercle de ses adversaires où ils ont un peu peut-être même recommencé à faire du coup ce qu'on avait dit les schémas autour de Dyson Daniels qu'il y avait aux Pelicans ils ont été appliqués un petit peu du côté d'Atlanta et du coup t'as une vraie influence d'un poste extérieur sur la défense des Hawks. Et en fait, je vois pas vraiment d'autres éléments, à part aussi un peu une évolution schématique, qui expliquerait une telle progression des Hawks défensivement. Bah, même en soi, là-dessus, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que il y a Dyson Daniels, mais il y a aussi le fait qu'il y a Zachary Rizaché qui joue plus que DeAndre Hunter et qui est un meilleur Ouais. playmaker et un meilleur joueur off-ball aussi. Et on en avait un peu parlé à Zad, mais le trio d'ailier, en fait, ouais, je trouve que c'est un des trucs qui se voit le plus visuellement. C'est qu'en fait, sur les lignes de passe, ils sont longs, ils ont un bon QI aussi off-ball, et du coup, bah, ils créent énormément de transitions, et ça se voit assez simplement, quoi. En fait, je me demande si la fréquence au cercle, elle n'est pas aussi liée du coup au volume de transition qui a augmenté. Mais je me disais, c'est quand même intéressant de souligner. Parfois, on parle beaucoup de l'influence des intérieurs sur la globalité d'une défense d'une équipe. Et là, j'avais l'impression que c'était, pour une fois, ça passait un peu plus par un extérieur qui permettait justement d'ajuster un peu les schémas. Donc peut-être qu'il n'y a pas que Dyson Daniels, mais je pense quand même que c'est celui qui a la plus grosse, entre guillemets, influence sur la défense au global. Ouais. Bon, après, malgré l'évolution, il reste quand même tout en bas de la NBA en termes de fréquence au panier, quoi. Donc je me demande aussi à quel point il n'y a pas un côté, en fait, il Ils était étaient tellement bas. catastrophique, voilà, il était Ouais. tellement bas que enfin, j'exagère, mais tu pouvais pas faire pire. Ça aurait été même compliqué de refaire pareil, quoi. Euh, mais non, mais clairement, il y a un côté première ligne, premier rideau défensif qui compte là-dedans, quoi. Et surtout quand tu t'échanges des jeunes téméraires qui étaient irrégulier, on va dire, pour Daniels, qui est un des meilleurs dans l'exercice. Et je me demande aussi à quel point, finalement, même le fait d'avoir un Jalen Johnson encore plus sur le terrain, ça peut pas aider aussi, quoi, finalement. Mais ouais. T'es très poli pour dire, pour parler des gens de Temeray. Mais ouais, je suis allé voir, et Dyson Daniels, il est quand même toujours à 3,8 steal percentage, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Mais tu vois, C'est là, pas mal du dans tout. ces cas-là, c'est là aussi, il faut comprendre que là, on regarde que des stats de résultat final, quoi. Et donc, en fait, on a juste qu'est-ce qui se passe concrètement et on essaie de deviner quel est le processus pour arriver à ce résultat final. Mais c'est là où, tu vois, quand on parlait de ça, mais les franchises NBA, elles ont plein d'autres types de stats, quoi. Elles se posent pas devant juste des profils de tirs concédés. Eux, les franchises NBA, ils ont des mecs et même des systèmes de tracking, ils payent des entreprises qui vont te calculer le nombre de blow-by, par exemple, donc le nombre de fois où tu te fais passer dans le périmètre, le nombre de stops sur pick and roll. Voilà. Et tu vois, donc là, nous, on est un peu en train de jouer. On devine, grosso modo, on arrive à plus ou moins à deviner que le premier rideau aide, mine de rien. Je suis à peu près, je mets mes deux mains à couper que les franchises, elles ont ce genre de données de ah bah tiens, c'est vrai que l'an dernier, on se faisait passer 32 fois, 32 blow-by par match, et là on est à 27, quoi. Donc c'est quand même mieux, le premier rideau tient mieux, il y a moins de pénétration autorisée, quoi. Je caricature, mais je pense vraiment que faut se rendre compte de l'écart
de données, de data, pardon pour le dire à la sauce Azad, qu'il y a entre le domaine public gratuit, même payant, et le domaine privé où les mecs, vu que c'est un business énorme avec des enjeux énormes, ils mettent les moyens et ils ont tout ça, quoi. Donc ouais, c'est aussi le truc, c'est que nous, on peut voir que, entre guillemets, le résultat final. Les franchises, elles savent ce qui se passe concrètement, elles ont des mecs qui payent pour dire ce qui se passe, quoi. Ouais, bon, après, ils ont toute une équipe pour ça. Et quand tu vois déjà même les sites payants que peuvent avoir accès certains mecs dans les médias, les synergies et tout, ou même les Unstud. Moi, pour un projet, j'ai eu un petit accès sur un site de stats qui est utilisé par les pros. C'est vrai que même en termes de pick and roll, et en plus, toutes leurs stats souvent sont liées à de la vidéo. Donc tu peux, genre, tu as l'équivalent de cleaning de glace par exemple, mais quand tu cliques sur un point statistique, tu as toutes les vidéos qui sont derrière ces statistiques-là pour encore plus avoir une compréhension de pourquoi, par exemple, il y aurait une meilleure défense au cercle ou des choses comme ça, que tu puisses directement lier, entre guillemets, ce que tu vois dans les stats à ce qui se passe sur le terrain. Et ça, c'est un truc, je trouve, qui manque pas mal. Surtout qu'en plus, maintenant que le ILO a disparu, on peut encore moins utiliser de la vidéo pour aller un peu constater facilement ce qu'on voit dans les stats. Mais bon, c'est un autre sujet. En C'est théorie, on marrant, pourrait le t'as faire texté, avec mais t'as pas NBA.com. partagé. Hein. Non, mais j'avais peur de le perdre si je le partageais. Mais Mhm. une fois que je bosserai dans un staff, je vous partagerai tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, en parlant je me permets de rebondir. Hein, je me permets de Vas-y, rebondir. rebondis. Mais en parlant de défense au panier avec les Hawks, c'est vrai que moi, c'est pas l'équipe qui me saute le plus aux yeux. Parce que là, en termes de fréquence de tir au panier, il y a une Ouais, équipe qui a fait moins 5,4% et ouais. qui est passée de 19e pardon, à 3e. Donc qui est en fait devenue une équipe qui concède très très peu de tirs au panier. Et c'est peut-être pas l'équipe que j'ai le plus vue cette année, mais c'est pas l'équipe que j'ai le moins vue quand même. Et je trouve que là aussi, ça montre bien, tout comme les transitions qui sont créées par Atlanta et par cette première ligne, ça montre bien l'évolution des schémas. Oh, le C'est suspense. Détroit en fait. C'est Détroit. Ah, Détroit. Tout ça pour Détroit et du coup, enfin tout ça pour Détroit. Non, maintenant Détroit est une bonne équipe. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous marque vous dans les schémas de jeu quand vous regardez un peu les Pistons? Moi, oui, clairement, il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect où on utilise aussi Jalen Duren plutôt sur des edges, mais qu'on va protéger derrière. Donc très, très, enfin, mécaniquement, tu mets des 2 contre 1 et tu es obligé de mettre un mec sous le panier pour protéger en cas de roll, et donc ça va forcément orienter un peu à l'extérieur. Mais après, c'est vrai que pour le coup, je suis pas le plus grand fan offensif de Bickerstaff. Peut-être on parlera de Cleveland et de leur attaque, Ouais. mais c'est vrai que là-dessus, ça a toujours été un bon coach, tu vois. On remarque un peu le même différentiel entre quand il arrive aux Cavs avant et après, quoi. Tu vois, ça, en termes de défense, en termes de schéma, je vais pas dire que c'est le plus facile, mais c'est vrai qu'arriver et installer des bonnes défenses avec notamment tout ce qui est des stunts un peu plus agressifs, orientés, protéger le panier, pas tant que ça avec en termes de fréquence, enfin d'efficacité, mais un peu en termes de fréquence aussi. Enfin, ça peut se faire, tu vois, on parle de Bickerstaff, Steve Clifford aussi. À l'époque, Steve Clifford, partout où il passait, il mettait ses schémas, qui était un des premiers à utiliser à ce point le stunt, etc. Bah voilà, tu regardes à Orlando, même les mauvaises années, il y a des schémas hyper agressifs qui protègent le panier et qui limitent le nombre de tirs au panier. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc-là d'un un coach compétent qui arrive, alors pas génial, mais compétent, et qui met en place des trucs assez basiques. Et je pense que ça tire dans le bon sens, parce que voilà, on a bien compris aujourd'hui, c'était peut-être pas le cas il y a 5-6 ans encore, mais aujourd'hui on a bien compris qu'il vaut mieux concéder les 3 points ouverts si c'est pour mieux protéger le panier, quoi. Alors qu'avant, c'est vrai qu'il y a peut-être une période où on avait une surréaction aux 3 points. Là, voilà, là c'est assez clair. Et en plus, je crois qu'Osar Thompson n'a même pas fait toute la saison, hein, si je ne dis pas Non. de bêtises. Donc, Mais il a ouais. commencé avec des problèmes de blessure. Ouais. Mais c'est intéressant parce que du coup, il y a une stat qui est assez parlante, je trouve, sur le edge, le fameux edge de Jalen Duren. Donc finalement, qui n'est pas utilisé comme un protecteur de cercle classique. C'est sur un joueur du coup. Mais c'est que finalement, les deux... Alors, il y a Isaiah Stewart, mais le deuxième joueur qui défend le plus de tirs au panier à Détroit, c'est Cade Cunningham.
et il en défend plus de 5 par match en fait. Il en défend plus de 5 par match et pour l'instant il inflige une bonne perte d'efficacité, mais je pense surtout que c'est dû à des bons schémas collectifs, etc. et beaucoup d'aide. Mais je trouve ça intéressant que finalement le joueur qui se retrouve en position de contester le plus de tirs dans le 5 majeur de Détroit, bah, c'est Cade Cunningham, quoi. Et pour le coup, je trouve que ça a toujours été quelque chose théorique de son profil de peut-être un bon défenseur off-ball plus que on-ball. Et on le voit quand même pas mal aussi cette année, quoi. Il est bon là-dessus ou pas du coup en termes de... Moi je sais que pour les arrières, je suis pas trop fan de ce genre de stats, mais il est performant ou pas au niveau de l'efficacité Ouais, autorisée au panier? il fait partie. Alors j'avais fait un petit filtrage il y a un petit temps, mais il fait partie des 2 seuls joueurs qui sont pas des guards qui défendaient au minimum 5 tirs par match au panier et qui infligeaient moins 7% d'efficacité. Et le deuxième étant bien sûr Jalen Williams. Mais bon, ça c'est pas une nouveauté, mais du coup moi je trouve qu'il est plutôt compétent quoi là-dedans, et surtout dans son positionnement, quoi. Ouais. Parce que là encore, il faut arriver à contextualiser. Et on peut pas juste lire des stats, mais clairement, tu vois, il y a aussi un aspect où dans la liste des petits qui vont défendre beaucoup de tirs au panier, parfois ça peut être aussi juste du ciblage de l'adversaire. C'est pas que Oui. un aspect de... Il y a des joueurs que nous, on veut placer en tant qu'équipe, en tant que défense, on veut placer dans telle position. Donc le fameux rôle du safety, par exemple, où tu vas mettre Hartenstein sur un non-shooter pour qu'il puisse rôder autour du panier. Après, il y a aussi le truc inverse, ce qu'a fait Boston en finale NBA, mais ce qu'ils font tout le temps, ce que fait OKC, ce que font plein d'équipes, il y a un petit en face, on va mettre l'attaquant du petit sous le panier, et comme ça, c'est lui qui va être de facto un peu l'aide. Donc là aussi, on peut pas juste lire des stats, quoi. Il faut aussi savoir ce qui se passe sur le terrain pour les comprendre, parce que aussi bien, tu vois, on parle de Cunningham, qui en effet a de la taille, a de la longueur, donc il y a un peu ce bonus-là. Mais si tu prends la même stat, tu te dis, ah tiens, je sais pas moi, Anfernee Simons, il défend beaucoup de tirs au panier. Bon, c'est peut-être pas voulu de la part de Portland, c'est peut-être voulu de la part de l'adversaire, quoi. Ouais, il y a Ouais, une ouais, volonté en plus de le mettre, je pense, quand même. sur ce filtrage, quand tu regardes un peu, juste au-dessus, il y a Austin Reeves. Ouais, Et Austin Reeves, pour le coup, voilà. il a une efficacité de plus. Enfin, il autorise plus 7%, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que pour le coup, je trouve qu'avec Détroit, ça rentre un peu dans un schéma un peu plus collectif, quoi. Ouais, Mm. effectivement. Moi, c'est une des raisons, je pense que ils le font aussi jouer, ils peuvent aussi le faire jouer à côté de d'autres arrières. C'est parce que justement, lui, défensivement, il peut être utilisé peut-être plus sur la ligne, entre guillemets, soit sur le côté faible en tant que Lomen aussi, parce qu'il a quand même plus les outils que, je sais pas, un Jaden Ivey ou un Malik Beasley en termes d'aide au cercle. Et les deux, du coup, eux, peuvent plus potentiellement se concentrer sur les stunts ou le point of attack. Donc en vrai, c'est un profil qui est aussi intéressant pour ça, ces grands porteurs de balles, un petit peu comme ils utilisent parfois défensivement du côté d'Orlando, Franz Wagner. Ou du coup, tu as un porteur de balle que tu peux mettre aussi à des positions un peu différentes que tu retrouves d'habitude les meneurs de jeu en défense. Vous avez parlé de l'attaque de Cleveland, qui est du coup une des attaques qui a potentiellement le plus changé. On a parlé du nombre de drives par match qui avait explosé. Et on a aussi, de toute façon, remarqué qu'il y avait beaucoup plus de mouvements, entre guillemets, même ça, si c'est plus difficile à mesurer. Ce qu'on peut mesurer aussi, même si on parle de quelque chose qui peut être lié à de la surchauffe, et en fait, c'est un peu ma question, je voulais savoir à quel point vous pensiez que c'était de la surchauffe. On a une explosion de l'efficacité offensive en termes de réussite. Ils sont passés d'être la 14e équipe à être l'équipe la plus efficace sur short mi-distance, de la 13e équipe la plus efficace sur mi-distance à la première, de la 23e équipe la plus efficace dans les corners à la 3e, de la 11e équipe la plus efficace dans les tirs à 3 points above the break à la première. En gros, partout, ils étaient moyens en termes de réussite en attaque. Ils sont passés quasiment premier meilleur de la ligue et du coup, ils sont devenus meilleurs de la ligue dans tous les cas en termes d'efficacité offensive. Beaucoup lié du coup à plus de mouvements, une meilleure gestion du spacing, une meilleure gestion des line-up. Est-ce qu'il y a aussi une notion de surchauffe un peu du côté des Cavaliers sur ce début de saison? Est-ce qu'ils ne sont pas, entre guillemets, dans les ratings et dans l'évaluation, meilleurs que ce qu'ils le sont vraiment? Caris Levert est à 45% à 3 points. Oui,
Ouais, alors quand tu regardes du cas par cas, c'est plus facile de le dire. Effectivement, Ouais, Levert, qui est plutôt un shooter en dessous de Mm. la moyenne, oui, ça c'est une surchauffe. Après, c'est vrai que, tu vois, il y a toujours un aspect où on dit la moyenne NBA, elle est à 36. Tu prends les Cavs, ils sont à 40% à 3 points. ouais, Donc là, déjà, tu pourrais te dire, bon, bah, effectivement, il y a une surchauffe. Après, c'est vrai que la moyenne, c'est la moyenne NBA de tous les joueurs NBA. Et ce ouais, qu'il faut aussi comprendre, c'est que autant en défense, bah, finalement, le pourcentage à 3 points en défense, tu affrontes littéralement tous les joueurs NBA. Donc oui, il y a un spectre très très grand. Autant en attaque, la moyenne peut être plus basse ou plus haute. Enfin, la probabilité attendue, on peut le formuler aussi comme ça, elle ouais, peut être plus basse ou plus haute parce que ce ne sont que tes joueurs à toi. Donc c'est déjà un effectif, un nombre de joueurs plus réduit et plus spécifique. Par exemple, tu prends une mauvaise équipe où il n'y a pas de shooter. Bon, ben, tu peux pas prendre juste la moyenne NBA en disant bon, ben, la moyenne elle est à 36, on s'attend à shooter autour des 36. Non, parce que je sais pas moi, les Wizards ou je sais pas qui sont nuls à 3 points, bah non, comme il n'y a pas de shooter, la proba attendue elle va être quand même plus basse. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans le cas des Cavs, à mon avis, il y a un peu le truc inverse où certes, ils sont premiers de NBA, ils shootent à 41% à 3 points. Je pense que il y a peut-être un effet surchauffe en effet. Mais je dirais pas qu'il y a un effet surchauffe genre de 36 à 41 par exemple. Je pense qu'il y a aussi un aspect où on aligne aussi des bons shooters en fait, hein. Mm. Très simplement. Alors dans des cas individuels, Levert surchauffe total, ok. Okoro, c'est vrai que ça progresse depuis pas mal de temps, mais je pense aussi qu'il est peut-être pas, alors je sais pas combien il est, mais je crois il shoot pas mal hein, cette saison, à 45 aussi. Bon, je pense qu'il y a surchauffe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de rotation, on voit qu'il y a quand même des joueurs qui sont quand même très bien utilisés, quoi. Et il y a un exemple pour moi qui est tout bête, mais l'an dernier, c'était Craig Porter qui jouait en tant que meneur backup. mm, Là, on a plutôt pris Sam Merrill, qui est même pas un vrai meneur en soi, mais c'est pas grave parce qu'il y a Mitchell et Garland, donc il n'y a pas besoin de meneur backup. Et ce que je veux dire, c'est que bah, ils ont quand même pas mal de très bons shooters en fait, hein. C'est les Ouais. Cavaliers. Donc t'as Garland qui fait une bien meilleure saison, t'as Mitchell qui est un shooter d'élite. Et tu injectes tes line-up aussi avec qui c'est qui prend des 3 points, bah, ça va être aussi du George Young, shooter d'élite, ça va être du Max Strus, ça va être du Sam Merrill, shooter d'élite. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être un petit léger côté surchauffe, peut-être, probablement même, mais je dirais pas c'est que de la surchauffe. C'est aussi, il faut voir que bah ouais, les mecs qu'ils alignent sur le terrain sont des bons shooters, donc forcément ta moyenne, ta proba attendue, elle va être quand même plus haute que pour beaucoup d'équipes en fait. Et même en allant un peu, un peu plus loin, enfin un peu plus loin, je trouve que Je suis un pas des allé assez trucs loin, qui c'est ça? change. Si, mais c'était juste un peu dans le même sujet, mais une autre réflexion. Pas en allant plus loin ou quoi que ce soit. En allant autre part, je trouve qu'il y a un truc qui me saute, enfin pardon, je vais recommencer ma phrase. Il y a un truc sur lequel Kenny Atkinson fait vachement gaffe, je trouve, c'est en fait de toujours avoir, à part peut-être sur le 5 de départ, un spacing optimal. Et Ouais. pour le coup, je trouve que l'année dernière, c'était peut-être un peu moins le cas. Mais tu vois, cette saison, il y a même des fois où sur le début de saison, où le match face à Boston, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, je crois que c'est le deuxième, où tu as des line-up avec en fait beaucoup de liability, donc avec des faiblesses défensives, mais parce que Kenny Atkinson, il favorise le spacing avec Garland, avec Mitchell, Ty Jerome et Max Truss, quoi, par exemple, qui Ouais. sont tous les quatre alignés pour avoir un maximum de spacing, quoi. Et je pense que, comparé un peu à l'année dernière, c'est pas si on fait le changement d'une année à l'autre, c'est pas comme OKC qui justement est un peu retombé dans une moyenne normale parce qu'ils ont plus de joueurs qui sont des shooters normaux. Et je pense aussi, c'est vrai que quand tu regardes l'effectif, en fait, à part les deux bigs, bah, tous les joueurs qui jouent, c'est des shooters, c'est des très bons shooters, quoi, quasiment. Ouais, À et puis part, tu vois, on parle de surchauffe de Levert et de je sais plus qui d'ailleurs, et de Okoro, pardon. C'est pas des gros volumes. Donc, c'est ça, ouais, ok, ça influe eux pas sont en beaucoup. surchauffe, mais ça influe pas tant que ça sur le volume global de l'équipe et de la moyenne, quoi, parce que ça représente pas des tonnes de tirs. Après, tu vois, autre truc tactique très bête, euh, la responsabilisation balle en main d'Evan Mobley, ça aussi, ça aide le spacing. Parce que, ok, c'est bien pour son développement, on s'attend à ce que ce soit plus qu'un défenseur. Ah, c'est cool, il fait des pick and roll balle en main, il développe son drive, etc. C'est cool, mais ça permet aussi d'avoir un non-shooter en moins dans le spacing, dans l'activité off-ball, en fait. Parce que si le mec, comme tu dis, Baptiste, déjà, en plus, dès qu'on a Evan Mobley, on lui met à côté George Young, ok. Mais si en plus, contrairement à l'an passé, tu l'utilises pas off-ball en poseur d'écran ou même off-ball tout court, mais que tu lui donnes la balle, Evan Mobley, bah, du coup, il est respecté dans le périmètre, forcément, et il fait pas partie du spacing. Donc ça, je pense que ça aussi, ça doit aider aussi en un sens, quoi. Bah après, en tous les cas, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils l'ont plus utilisé, surtout que
en plus d'annuler un peu ce manque de spacing que tu as avec Mobley, je trouve que les joueurs ont encore plus de. Les joueurs off-ball qui shootent et qui posent des écrans potentiellement des écrans du coup d'arrière pour pivot, ils profitent encore un peu plus de sa gravité à lui proche du cercle parce que du coup, tu as un peu l'effet inverse que tu pourrais avoir. Bon, c'est encore plus exagéré avec un Zion, mais quand il y a un écran qui est posé pour Zion par un arrière, tu as beaucoup plus sa concentration qui vient se mettre autour du ballon parce que de là vient la menace. Et tu le remarques beaucoup dans les. Par exemple, il y avait la confrontation avec New York où à chaque fois que un joueur, par exemple Sam Merrill, venait poser un écran pour Evan Mobley, il y avait vraiment cette tension qui se créait entre du coup Karl Anthony Towns et Brunson, le comment on arrive à contourner cette action parce qu'on veut absolument pas qu'un arrière du coup puisse être mis sur Evan Mobley. C'est là où tu vois que Evan Mobley c'est pas juste un porteur de balle entre guillemets inoffensif, mais qui lui mettent le ballon dans les mains en plus parce que du coup les défenses vont avoir de plus en plus entre guillemets peur de lui laisser le ballon dans les mains et que lui il puisse en faire quelque chose quoi. Donc je trouve qu'en plus du fait que tu caches le fait que ce soit pas un shooter d'élite, même si du coup lui aussi il est en surchauffe un peu à 3 points, il est à 42% je crois cette année, il y a aussi l'aspect ils ont augmenté sa menace sur drive et je trouve que même la connaissance, entre guillemets, et l'utilisation de son corps est bien meilleure cette année qu'elle l'était l'année dernière. Et puis autre élément, si tu me permets, Bah oui. on regarde un peu dans les tracking data, donc les stats de positionnement, ballon, défenseur, etc. En fait, très simplement, dans le jeu, c'est mieux, ça tourne mieux. Il génère aussi des 3 points de meilleure qualité. Ne serait-ce que, tu vois, tu prends les 3 points, ce qu'on appelle grand ouvert, donc le Ouais. défenseur est à plus de 6 pieds. Donc ça fait quand même des grands ouverts avec une proba attendue qui est évidemment bien plus grande. L'an dernier, ils étaient 21e de NBA en termes de classement de nombre de 3 points grands ouverts. Cette année, ils sont dans le top 3, top 5, je sais plus. Et voilà, enfin, ils passent de 17 à 21 par match. Donc ça aussi, ça aide. Quand une partie de tes 3 points qui étaient un peu plus contestés deviennent des grands ouverts, ça aussi, ça aide à ce que le tir rentre, quoi. Parce que la différence de proba attendue, ça paraît pas énorme, mais elle est gigantesque en fait, entre un contesté et un grand ouvert. Donc ouais, ça, je pense que ça participe aussi, au-delà du côté surchauffe ou autre, il y a aussi le fond de jeu qui produit des tirs ouverts, quoi. Ouais. Et limite l'impact du spacing, c'est. Alors, c'est quand même. Bon, c'est quoi? C'est 3% de différence par rapport à l'an passé. Donc, en soi, ça fait quand même quoi? 9 points par 100 possessions. Mais c'est pas là où il y a le plus gros écart par rapport à l'an passé. Et c'est plus en fait sur la zone des short mi-distance où ils font plus 8%, quoi. Ils font plus 8%. Et ce qui est fou, c'est peut-être aussi là où ça se voit un peu, c'est que sur la zone des flotteurs, quand tu as un meilleur spacing, quand tu arrives dans la short mi-distance, Garland il est plus ouvert ou des petites choses comme ça. Et c'est aussi ce qui a changé, c'est que Garland il est revenu en forme, quoi. Et c'est le joueur le plus efficace sur les flotteurs de toute la NBA. Donc ça tire beaucoup cette stat vers le haut. Mais tout ça pour dire que le changement de pourcentage à 3 points, en fait c'est comme a dit Guillaume, c'est changement, meilleure qualité de tir, Ouais. des meilleurs shooters sur le terrain, des meilleurs systèmes, et aussi du coup l'impact c'est que tu libères aussi des meilleures lignes de drive, quoi. Ouais. Comme quoi, c'est beaucoup lié du coup au coaching et eux, ils ont réussi à changer un petit peu leur approche du jeu juste en changeant de coach et sans vraiment toucher à l'effectif. Et de l'autre côté, il y a une autre équipe où je pense qu'il faudrait un changement d'un peu dans l'effectif parce que le changement de coach n'a pas suffi. C'est du côté de Phoenix où du coup ils ont encore réduit leur fréquence au cercle et ils ont juste augmenté le volume à 3 points, mais ils ont continué aussi à insister sur le mi-distance. Et là, je me demande à quel point au final Budenholzer, il n'est pas un peu bloqué par l'effectif actuel pour pouvoir vraiment appliquer peut-être un peu plus sa manière de jouer, entre guillemets. On voit que défensivement, il a déjà un peu plus fait en du coup protégeant beaucoup plus, entre guillemets, la fréquence au cercle, du coup, et en du coup laissant un peu plus le 3 points ouvert à l'adversaire. Mais offensivement, j'ai l'impression, enfin, peut-être corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on ressent quand même pas encore l'influence totale de Budenholzer sur ce groupe-là, qui est peut-être un peu trop influencé par les types de porteurs de balles qu'ils ont, qui sont très orientés en fait sur du pull-up, quoi.
Ouais, alors après, le cas de Phoenix, pour moi, est assez compliqué parce qu'ils avaient quand même très bien démarré l'année. Et d'un point de vue tactique, on se dit, ah bah tiens, c'est vrai que ça carbure pas mal et même ça va au panier. Durant, t'as l'air d'aller un peu plus au panier. Après, ça a été hécatombe de blessures, ton tour, mon tour. Et là, ils reviennent et de toute évidence, ça marche pas très bien, quoi. Donc je t'avoue que je sais même pas trop quoi en penser de tout ça. Euh, Par rapport à la saison qui n'a pas été assez stable, peut-être. Mais Ouais. oui, de toute évidence, il n'y a pas une révolution, il y a pas une révolution Budenholzer qu'on attendait peut-être un peu plus, sans doute. Modulo même certaines blessures donc mais voilà on voit aussi c'est le profil des stars qui ressort aussi. Ça plus le fait que tu avais aussi un pivot, tu vois, tu te dis bon on a des joueurs de pull-up mais au moins on pourra avoir un mec en catch and finish qui va aller au panier mettre du punch, un Gafford, un mec comme ça. T'as même pas ça quoi, t'avais un Nurkic qui est même tout l'opposé donc ouais, c'est peut-être un peu la déception et le problème c'est que bah, c'est comme d'habitude quoi, c'est que le Phoenix a un profil de tir où bah, c'est juste on prend les mêmes tirs toujours, c'est des longs de points et est-ce que tu gagnes le match ou pas, ça dépend de ce que tu mets ces tirs-là quoi. Il y a cet aspect-là, mais qui effectivement est un peu une déception parce que tu te dis qu'on pourrait, dans la théorie, on pense qu'on pourrait faire quand même beaucoup mieux avec ce genre de profil si on arrivait un peu mieux à organiser l'espace quoi. Bah, c'était un peu. J'aurais pu penser que même en termes de rotation, il y a un peu plus de variété. Je peux comprendre pourquoi ça puisse bloquer un peu parfois d'avoir Bill et Booker et Durant en termes de pression au cercle en même temps sur le terrain. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'en réalité, ils ont changé un peu l'approche avec Bill. Parce que bon, le fait de le faire passer sur le banc, en réalité, il joue pas moins qu'avant. Du coup, en fait, c'est plus une question de gestion de rotation, de qui Ouais. tu mets sur le terrain en même temps que de vraies responsabilités et rôles, je pense. Oui. Oui, et puis tu vois, l'an dernier, ça compensait quand même pas mal. C'était la meilleure équipe en lancer franc. Donc Ouais. au niveau du cercle, on se dit, ah bah tiens, ils vont pas tant que ça au cercle, mais en fait, il y a aussi des fois où ils y allaient, ils prenaient la faute et le tir comptait pas dans le box score, mais techniquement, ils étaient allés au panier chercher une faute. Et même de toute façon, ça compensait beaucoup avec ces tirs qui étaient géniaux. Ils ont même un peu baissé là-dessus. Et je pense qu'il faut le lire aussi dans, bah voilà, tu prends moins de lancers francs avec les mêmes joueurs. Je pense que c'est aussi que tu vas moins au panier, quoi. Je sais pas si tu as les stats de drive, vraiment le nombre de drives qu'on peut trouver sur NBA.com, mais je serais pas surpris si tu me disais, ouais, ils ont aussi baissé en nombre de drives et pas juste en termes de location des tirs à la fin. Mais voilà, je peux essayer d'aller chercher vite fait. Le nombre de drives, il a quasiment pas bougé. Ouais, Ils ont un drive en moins par match et l'efficacité est la même que l'année dernière à peu près. ouais, ok. Ok. Donc voilà. L'efficacité sur les tirs pris en fin de drive, mais il n'y a pas les lancers francs donc. Non, si je l'ai fait, j'ai fait Ah, d'accord, le ok. calcul du true shooting. Ok, ok. Donc c'est en points per drive. Ah si, ils font moins 0,05, donc moins 5 points par 100 possessions sur drive. Et ils font un drive de moins par match. Ouais, Donc ok. ils sont moins tournés là-dessus. Mais c'est assez intéressant de regarder. Sur le drive, elles sont très rares ces équipes qui ont augmenté en volume et en efficacité sur drive. Il n'y en a que 4 en fait cette saison. C'est les Sixers, les Blazers, Cleveland et Memphis. Donc les Blazers et Memphis étaient deux équipes qui tankaient l'année dernière. Cleveland, bah, du coup, on a expliqué un peu pourquoi. Et du coup, les Sixers qui, eux, ont augmenté sur Drive, mais parce qu'en réalité, je pense que c'est parce qu'on voyait. Il y avait une grosse influence d'Embiid l'année dernière, et du coup, bah, Embiid, c'est pas un joueur qui drive, quoi. Bah ouais, t'as pas Embiid, donc t'as moins de post-up, donc il faut bien que. Enfin, ça, il y a la place pour il y a plus de drive, quoi. Parce que ça, c'est quand même une arme plus classique, le drive, que font plus de joueurs. Et quand t'enlèves, je sais pas combien, 15 post-up ou 20 post-up par match de Embiid, bah ouais, forcément le nombre de drive augmente, quoi. Mais je pense pas que je pense que ça s'arrête un peu là, quoi, à mon avis, hein. Parce que, Ouais, en plus, Paul George fait pas une grande saison individuelle, non. ou il n'a jamais été un gros driver non plus, donc ouais. Mais c'est assez surprenant de voir il y a en réalité peu d'équipes qui ont augmenté leur volume de drive. Franchement, elles sont 1, 2, 3, 4. Il y a 8 équipes qui ont augmenté leur volume de drive cette saison. Donc, Mais, à quel point, et ouais, même les joueurs, j'étais allé voir un peu rapidement, ouais, mais le nombre de drives en fait des plus gros drivers a vachement baissé. Je Oui. crois que à peu près tout le monde a baissé en nombre de drives par match. Chez Gilgeous Alexander, il a baissé. Luka a pas beaucoup joué, donc je sais pas si on peut Ouais, non, non, prendre mais en il est compte. aussi plus en off-ball, hein, Lucas, cette année, ouais, on Ouais. l'avait déjà noté, ouais. Mais non, mais je pense que c'est aussi
on arrive enfin à l'espèce de contre-révolution tactique, quoi. On en parlait un peu de ce côté où alors, pour refaire un peu l'histoire, on a pendant 15 ans, c'est le nombre de 3 points qui a augmenté. Ensuite, on a atteint un plateau et depuis 2020 jusqu'à 2025, grosso modo, le nombre de 3 points augmentait plus. C'était le nombre de drives qui augmentait et la qualité au panier qui augmentait. Et là, on se démocratise depuis 2-3 ans. C'est des schémas défensifs toujours plus agressifs. Alors, ça a commencé plus tôt, évidemment. On peut reprendre même le Milwaukee qui, dès 2019, faisait leur fameux stunt en plus du drop. Donc, en plus du mec qui défend le panier et des mecs qui viennent côté fort, côté faible. Voilà, on vient boucher l'espace et on concède beaucoup de 3 points. Boston a toujours aussi un peu fait ça avec des joueurs un peu flottants. Même époque, Brad Stevens, qui n'étaient pas totalement sur leur joueur à 3 points, mais qui étaient un peu au milieu du terrain. Mais c'est vrai que ça se démocratise grandement, alors que tu vois, tu prends un match d'il y a 5 ans, c'est pas le cas. Donc je pense que, voilà, comme dit, on a eu ce plateau du nombre de 3 points pendant 4-5 ans. Et là, je crois, alors je ne suis pas allé revérifier, mais je crois que le nombre de 3 points a re-augmenté. Mais c'est pas tant qu'on veut plus shooter de 3 points, c'est aussi une question de. C'est ce que dictent là et les défenses maintenant de. On a bien vu que le calcul est vite fait. Entre un tir au panier et un tir à 3 points, c'est beaucoup plus intéressant de concéder à 3 points parce que le panier est plus rentable. Donc je trouve qu'il y a aussi cette démocratisation des défenses de plus en plus agressives qui font que voilà, le 3 points, parfois, c'est pas que de l'idéologie, même surtout pas. Il y a aussi un peu parfois de 3 points un peu par dépit ou parce que c'est la bonne action. Tu as des mecs dans la raquette, bah, tu fais le kick-out et tu prends le 3 points. Mais je pense qu'on arrive un peu dans cette contre-révolution. Et tu vois, on a l'aspect de l'offensive rating qui n'arrête pas d'augmenter depuis des années, encore et encore et encore. Soit au début parce que plus de 3 points, donc plus de tirs rentables. Soit ensuite depuis 4-5 ans parce que la qualité au panier était meilleure parce qu'il y a plus de spacing, très simplement. Et avec, comme dit, cette révolution défensive qui arrive, qui se démocratise avec des concepts de zone, avec le low man, avec des stunts agressifs, avec la gap defense où tu viens siéger dans la tête de raquette, là, tu bouges les espaces. Enfin voilà, je pense qu'on le voit, ça, on n'a pas besoin des stats. Vous le voyez aussi quand vous regardez les matchs, on le voit qu'il y a beaucoup plus de libertés qui sont prises par rapport au match-up, alors que ça, c'était pas le cas du tout, même il y a 3 ans, en termes de. C'est quoi? C'est le OKC New York, je sais pas si tu l'as vu, Baptiste, il y a 2-3 jours, là. Oui, j'ai vu les deux. C'est une bataille des match-up complètement n'importe quoi. Azad aussi, je pense qu'on en parlera dans la quotidienne, mais le Pelicans Boston, et même Juma Dula, généralement, il essaie de mettre des roamers partout. Il met Luke Cornett sur des petits, il met Porzingis sur des petits, mais alors Ford. Enfin bref, t'as un peu ce truc-là, et qui fait que, bah ouais, en fait, on commence vraiment un peu, même totalement, à exploiter le potentiel de l'autorisation des défenses en zone, pour moi. Et en fait, on se rend compte que la zone à protéger, c'est la raquette, quoi. Ouais, bah d'ailleurs, ça se voit un peu dans les stats des équipes qui défendent mieux le cercle qu'avant. Tu as Ouais. par exemple Indiana qui a pas mal réduit la fréquence au cercle de leur adversaire et c'est une des équipes qui a le plus augmenté son volume de zone cette saison. Voilà. T'as Ouais. un peu ce truc-là. Je trouve que Sacramento, c'est aussi une équipe qui défend. Alors, c'est peut-être pas de la zone complètement, mais tu vois, le match contre Boston, ils sont beaucoup plus sur les lignes de drive, quitte à laisser même un Porzingis tout seul, ou alors en tout cas lui concéder plus d'espace que d'habitude. T'as un peu ce truc-là de on va résister le plus possible à la pression du cercle, quitte à encaisser des 3 points. Ouais. Donc je trouve que ça se ressent pas mal. Et il y a une équipe qui, moi je Attends, trouve... juste je pose une question, excuse-moi, vite fait. Est-ce que tu as Vas-y. l'offensive rating moyen de NBA cette saison comparé à l'an passé? Je crois qu'il a un peu baissé, non? Je crois que c'est la Je- première année où il baisse, ouais. C'est ça, Je voilà. crois Donc, qu'il a rebaissé. Mais l'année dernière, il avait pas déjà un peu baissé? Mais il a baissé pendant la saison parce qu'il avait commencé fort et après il y avait eu toute l'histoire l'arbitrage. d'arbitrage, des Ah fautes, ouais, ouais. Ouais, etc. tu prends etc. l'offensive rating jusqu'au All-Star Game, on était dans la dynamique de ces dernières années d'augmenter. Donc, Et Ouais, là, ouais, il est à c'est- 113. Et l'année dernière, il 0,7. était à 115,6. Ouais. Donc tu il y a vois, c'est moins voilà, de juste points. pour dire aux auditeurs, ça concrétise ce qu'on Ouais. développe et ce côté, voilà, l'offensive rating arrête d'augmenter, donc à regarder cette contre-révolution défensive. Mais de toute façon, c'est l'histoire de la NBA, c'est l'attaque qui répond à la défense, qui répond à l'attaque, qui répond à la défense, etc. Quoi. Mais excuse-moi, Azad, je t'ai Non, non, interrompu. bah c'est un bon point. C'est surtout que on a l'impression qu'il y a plus de 3 points. Et du coup, enfin, il y a plus de 3 points, c'est factuel. Mais ça veut, du coup, ce qui est intéressant, c'est de dire que ça traduit pas par une augmentation de l'efficacité. Je pense qu'on pourrait, il y a un peu le biais, je sais pas si c'est un biais de raccourci, je sais pas comment ça s'appelle, mais t'as un peu ce truc-là de genre, ah bah elle continue les attaques en NBA, continue toujours à prendre plus de 3 points pour juste marquer plus de points. Bah là, en fait, elles sont en train de prendre plus de 3 points parce qu'on protège entre guillemets mieux le cercle et que du Ouais, coup, en fait, le 3 points,
c'est jamais un objectif, entre guillemets, à part si tu perds 3 points, c'est plutôt un moyen d'obtenir des tirs au cercle et une solution de backup. C'est une sorte de airbag tactique, un peu le 3 points, entre guillemets. Hmm. Et, et là, on le voit clairement que bah, si on fait si on fait deux courbes, la courbe de l'offensive rating et la courbe du volume à 3 points, bah là, elles vont se croiser parce que le volume à 3 points augmente pendant que l'efficacité offensive globale, elle diminue. Et ça se voit d'ailleurs même sur un exemple d'équipe que je trouve intéressant, qui a augmenté son volume à 3 points et qui a voulu augmenter son spacing, et je trouve qu'il galère toujours autant en attaque, c'est les Timberwolves, qui ont augmenté leur volume à 3 points vraiment de manière drastique, et pourtant, ils sont toujours aussi, entre guillemets, moyens, voire mauvais en attaque cette saison. Et je trouve que ça se voit ils ont beau avoir augmenté ce volume à 3 points, et ben ils ont pas augmenté leur spacing. Enfin, j'ai pas l'impression que le spacing Mais des Wolves cette paradoxalement, ouais. année soit Ouais. meilleur, alors qu'il y a un vrai changement, il y a une explosion de leur volume à 3 points. Bah, parce que en soi, je pense qu'il y a un truc qui est un peu important, mais c'est ce qu'on discute souvent, c'est à quel point tu es respecté, quoi. Et Guillaume, pour le coup, tu avais fait un peu un podcast, je crois, à un moment où j'avais écrit un article un peu pareil sur le roster qui était en fait de dire que bah, le contre-move, du coup, peut-être la suite logique, ce serait d'arrêter d'avoir des shooters à 35%, mais d'avoir des shooters bah, que à 40%. Parce que, tu vois, les Timberwolves, ils vont prendre plein de tirs, mais finalement, c'est des tirs que la défense accepte de donner assez facilement à Jaden McDaniels, à Julius Randle ou à des joueurs comme ça, quoi, tout simplement. Et du coup, bah ouais, prendre un tir à 3 points, c'est plus forcément synonyme d'être un bon shooter, quoi. Mais c'est même l'inverse, c'est-à-dire que c'est tout le paradoxe, et je trouve ça absolument fabuleux, c'est que les Wolves prennent plus de 3 points parce que ils ont un moins bon spacing. Quand tu te rends compte un peu du truc, c'est quand même fou, Ouais. quoi. Parce que, mais Ouais. non, mais alors il y a une partie aussi de pull-up hein, de Edwards qui a un peu Oui. augmenté, comme tout le monde, toutes les stars prennent un peu plus de pull-up, mais je pense pas que ça affecte à ce point, parce que pour dire, hein, le jump, il est passé de plus 10%. Il y a 10% de leurs tirs en plus qui sont à Ouais. 3 points, c'est quand même énorme. Hein. C'est énorme. Mais non, mais encore une fois, je répète, parce que ce paradoxe, je le trouve fabuleux. Ils prennent plus de 3 points parce qu'ils ont moins de spacing. Et en fait, concrètement, et c'est là où voilà, on retourne sur la tactique, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu as Edwards qui veut pénétrer dans la raquette, qui a deux mecs sur lui déjà sur le pick and roll, plus un troisième qui attend et qu'il n'y a pas un bon spacing, bah, il n'y a pas la solution qu'il veut, il n'y a pas le drive, il n'y a pas la passe par-dessus pour le pick and roll pour un dunk facile pour un cut ou pour Gobert qui roule au panier. Et donc, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le kick-out. Mais pourquoi le kick-out est là? Parce que tu n'es pas respecté à 3 points et que la défense vient au panier. Et enfin, je trouve ça fabuleux, quoi. Enfin, c'est bien le basket quand même. Hein. Tu C'est prends beau. plus de 3 points parce que tu as un moins bon spacing. Moi, j'adore le basket. Et pour le coup, il y a aussi un truc un peu sur les Wolves. Du coup, j'ai pas forcément de stats par rapport à ça, mais c'était un peu ce qu'il avait dit. Mais je trouve qu'il se fait, Anthony Edwards, vu qu'il y a un moins bon spacing, du coup, Eh c'est oui. un peu. Il se fait beaucoup plus doubler aussi, tout simplement, quoi. Oui, exactement. Et en plus, il est pas mal, hein, pour le coup, pour faire les passes. Enfin là, j'ai vu 3-4 matchs dernièrement des Wolves, il est vraiment pas mal contre Memphis, contre je sais plus qui. Mais tu vois, il y a des fois, il ressort la balle. Il ressort la balle quand il se fait sur Gobert qui roule au panier. Bah, ok, mais sauf que Gobert, parfois, il a pas devant lui un champ libre, en fait. Il y a toujours un mec ou deux qui Ouais. viennent boucher l'espace. Donc Gobert fait la bonne action. De bah tiens, si j'ai un mec sur moi, quand il y a une rotation et que deux sur Edwards, il y a quelqu'un ouvert, je fais la passe. Et donc, extra passe vers Randle, qui ensuite fait une extra passe vers DiVincenzo, qui a 3 points. Et c'est très bien. Mais c'est un 3 points. Et c'est pas un tir au panier, quoi. Et c'est moins rentable. Et ouais, non, mais totalement. Je pense que l'absence de 4. Encore une fois, c'est paradoxal, hein, mais ils prennent plus de 3 points depuis qu'ils ont plus 4, quoi. C'est Ouais. quand même fou quand ils pensent, quoi. Et ça va aussi un peu dans le sens de. Ben en fait, je trouve que les défenses, c'est de plus en plus ce qu'on dit, mais c'est des aspirateurs à spacing, entre guillemets, Bah oui. et aussi dans le sens bah, on s'en fiche en fait, on crée beaucoup plus de contraintes sur le ballon, parce que si t'as pas le spacing derrière, on te laisse volontiers le tir d'un de tes role-players qui est pas forcément un bon shooter, même s'il est complètement ouvert, plutôt que ta star qui joue un contre un. Et dans ce sens-là, bah, il y a, je trouve, plusieurs exemples. Il y a les Wolves, il y a les Warriors, évidemment, avec Stephen Curry. Ah oui. Et il y a aussi une stat, c'est que le turnover percentage des défenses, il est en train aussi d'augmenter beaucoup plus que la Ouais. saison passée. Et OKC, dans ce sens-là, je crois qu'ils ont été pendant un quart de la saison, ils étaient à 20% de turnover percentage créé, quoi. Et C'est pas ça, mal. je trouve ça. Là, ils sont
plus qu'à 18,7. Mais c'est assez fou aussi de se dire, de voir que les défenses aussi, on n'y pense pas forcément, mais moins tu as de spacing, plus tu vas perdre de ballons, entre guillemets. On voit pas forcément le lien directement aussi. Et c'est aussi ça ce qui est en train de changer, je trouve, si on prend un peu la photo globale. La photo globale. Très bon point, c'était le prochain et le dernier point un peu des stats que je voulais, enfin des stats que j'avais trouvé dont je voulais discuter, c'est un petit peu la bataille des possessions qui semble, en tout cas statistiquement, augmenter dans l'importance que les équipes donnent. Et du coup, je voulais prendre un peu du coup le point de stat qui était le pourcentage de rebonds offensifs. Il y a 20 équipes sur 30 qui ont augmenté leur pourcentage de rebonds offensifs cette saison. 19. 19 équipes sur 30 qui ont augmenté leur pourcentage de volume de rebonds offensifs cette saison. Et du coup, il y avait aussi le volume de turnover. Il n'y a que 3 équipes cette saison en NBA qui n'ont pas augmenté leur volume de turnover généré. Donc, on est vraiment sur des défenses qui, quasiment toutes, se battent pour plus, en tout cas le plus possible, augmenter le volume de transition et de perte de balles chez leurs adversaires. Et on a 2 tiers des équipes qui sont aussi bien plus motivées, enfin pas motivées, mais qui sont bien plus enclins à aller justement se battre pour générer des rebonds offensifs. Et ce qui est marrant, c'est que l'équipe qui a le plus gros différentiel entre les rebonds offensifs la saison dernière et cette saison, c'est Houston, qui était déjà une équipe qui en faisait beaucoup, et qui reste une grosse équipe de défense de transition. Je pense que Houston, c'est vraiment un ovni tactique parce que c'est une équipe qui jouait déjà grave là-dessus, qui a poussé le curseur encore plus loin. Et en plus de ça, normalement, la contrepartie logique qui est de se faire tuer sur transition, c'est pas leur cas. Donc c'est vrai que j'ai trouvé que la bataille des possessions prenait un peu une autre dimension. Et je trouvais que c'était intéressant aussi de souligner du coup un peu toutes les différentes formes qu'il pouvait y avoir de cette bataille des possessions. Et c'est vrai que là-dessus, ça a été théorisé il y a 2-3 ans, on en avait parlé déjà dans le Basket Lab, mais il y a un peu ce truc de la théorie, tu te dis, si j'attaque le rebond offensif, c'est-à-dire que je ne fais pas le repli. C'est un peu la théorie, ça paraît totalement intuitif. Après, ce qui avait été un peu, je crois qu'il y avait 2-3 études qui étaient sorties, on avait parlé avec Antoine de mémoire, mais c'est que dans les faits, on remarquait que, en fait, non, parce que le rebond offensif avait aussi un effet dissuasif. Et donc, dans la théorie, tu te dis, si j'attaque, l'équipe adverse, elle peut filer en transition alors que moi, je ne fais pas le repli. Ouais. Mais dans les faits, il se passe l'inverse. C'est-à-dire que si toi-même, tu attaques à 3 ou 4 le rebond offensif, je caricature, les mecs, ils vont pas partir en transition et te laisser prendre le rebond. Ils vont aussi rester pour essayer de batailler aussi, quoi. Tu peux pas trop vite t'échapper en contre-attaque. Donc, ça paraît contre-intuitif, mais il y a aussi cet effet-là, en fait, dissuasif du rebond, alors que tu pourrais te dire, non, c'est l'un ou l'autre. Et en fait, non. En un sens, parfois, le rebond te permet de faire ça. Après, c'est vrai que de ce point de vue-là, je pense que c'est aussi une conséquence de ce qu'on a déjà dit, l'évolution des défenses et l'évolution de le fameux rôle de roamer. J'ai l'impression que, tu vois, à chaque match que je regarde cette saison, c'est un des points centrals, c'est où est chaque big, où est chaque intérieur. On n'a plus du tout, même ça me choque parfois, ça me choque par exemple de voir les Knicks où Kat, Karl Anthony Towns, est en défense sur les pivots. Et tu dis, mais non, mais pourquoi c'est ça le projet, quoi. Et c'est même un peu rare. Tu regardes des matchs de Houston, tu regardes des matchs de Memphis, tu regardes des matchs de OKC, de tout le monde. Tu as ce jeu des match-up, de qui est-ce qu'on met sur qui, parce qu'on veut le rôle de roamer, donc on veut que Porzingis soit sur un non-shooter, comme ça il peut venir aider au panier, etc., etc. La conséquence aussi, à mon avis, c'est que quand tu commences un peu à mélanger ces match-up, forcément que tu vas être moins protégé au rebond. Parce que Porzingis ne va pas défendre le gros. Et donc tu as un gros adverse qui n'est pas défendu par Porzingis, qui donc est défendu par un plus petit, peut attaquer le rebond. Voilà, tu as plein de trucs comme ça où quand tu mélanges les match-up, forcément que ça a aussi cette conséquence. Après, sur le jeu des possessions, et après, pardon, je laisse la parole. Non, vas-y. Non, mais on en parle depuis 2-3 ans comme la prochaine révolution, etc., etc. Faut se rendre compte aussi que ça reste un avantage concurrentiel. Et donc, si tout le monde s'y met, ce n'est plus un avantage concurrentiel au final. Non, mais parce que tu dis qu'il y a quoi ? Il y a 2 tiers de la NBA qui a augmenté son pourcentage de rebond offensif. Mais en un sens, si tout le monde le fait, à la fin, ok, ce sera l'état de fait, tout le monde fera ça, ok. Et donc la ligue aura juste évolué, mais il y aura plus cet avantage concurrentiel qu'ont encore, je pense, aujourd'hui, des Memphis, des Houston qui le font à un niveau très très haut, quoi. Et après, je trouve que dans cet avantage concurrentiel de la bataille des possessions, il est souvent lié
enfin, je veux dire, si t'es une équipe qui est très efficace par possession, c'est rare que tu vas chercher à gagner cette bataille-là Ouais. des possessions, entre guillemets. Et même, c'est souvent. J'avais fait le calcul de corrélation pour, bah, du coup, un des projets data sur les équipes de proie. Et j'avais calculé, genre, la corrélation entre leur plus-minus et leur efficacité par possession. Et à côté de ça, j'avais fait leur plus-minus et donc leur net rating et leur nombre de possessions jouées par 40 minutes. Alors autant avec l'efficacité par possession et le net rating, que ce soit offensif ou défensif, tu as une corrélation qui est proche de 1, qui est genre 0,85, quelque chose comme ça. Alors que le nombre de possessions jouées, c'était quasiment zéro. C'était Ouais. même presque négatif dans le sens où parfois en fait c'est des équipes entre guillemets mauvaises ou moins efficaces qui vont chercher à multiplier un petit peu et à gagner la bataille des possessions pour un peu une sorte de rustine au manque à leur manque Hmm. d'efficacité. Donc t'as Bah, un les peu Rockets, hein, depuis. Bah, les Quand ouais, ils étaient mauvais à l'époque, c'était déjà ça, quoi. Mais c'est marrant parce que ça fait écho même à. Bah, pendant un temps, l'avantage concurrentiel, à une époque où personne prenait 3 points, tu sais, milieu année mm, 2010, c'était de prendre des 3 points. oui, Et sauf qu'en fait, même ça, c'est pareil. Ça a totalement disparu. Quand Cleaning the Glass a lancé son fameux local IFG, donc à quel point est-ce ouais, que tu as un profil de tir rentable, ce qui est paradoxal, c'est que l'année où ils l'ont lancé, la corrélation était déjà négative, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, même les équipes mauvaises prenaient beaucoup de 3 points. Donc en fait, il y avait plus cet avantage concurrentiel du tout. C'est tout le monde qui prenait les 3 points. Enfin bref, c'est toujours marrant de voir que bah, au final, tu as une révolution pendant un temps. Ça peut être court, ça peut être un peu moins court, mais rapidement, tu as, un peu le curseur de toute la NBA qui se déplace vers là, quoi. Donc je serais curieux de voir, tu vois, d'ici 5 à 10 ans, à quel point tu as vraiment ce bonus de, tiens, attaquant le rebond offensif. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que, tu vois, tu as d'autres équipes, là, on le voit pas dans des moyennes. Je crois que Cleveland est assez mauvais en rebond offensif, ils y vont pas tant que ça, mais, et Dallas aussi. Pourquoi je parle de ça, c'est que c'est un outil tactique qui, sur un match ou une série, peut être formidable. Ok, ouais, ici, est pas bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait Cleveland là, il y a quelques jours quand ils les ont battus, ils ont raté la série. Ils ont été au rebond offensif encore et encore et encore et encore. Et tu vois, tu regardes la moyenne de Cleveland, tu dis ah ben non, c'est pas trop un truc qu'ils font. Et en effet, ils le font pas tout le temps, mais contre le bon match-up, je pense à un outil tactique assez intéressant. Dallas, pareil, pas du tout une équipe de rebond offensif. La ouais, série contre KC, ils ont pilonné et ça a marché. Donc ouais. c'est toujours intéressant ce côté match particulier ou moyenne, quoi. Évidemment, une moyenne, c'est une moyenne, ça ne reflète pas l'ensemble des matchs, enfin les particularités Hmm. de tous les matchs, quoi. Non, mais en Hmm. fait, la moyenne, elle va te permettre de repérer potentiellement une faiblesse chez un adversaire que C'est ça. toi, tu vas pouvoir décider ou pas d'activer. Moi, je trouve que la notion de ce que tu disais tout à l'heure, genre, c'est pas automatiquement une mauvaise défense de transition si tu vas au rebond offensif, parce Ouais, qu'en réalité, tout ce que tu fais a une influence sur qu'est-ce que va faire l'adversaire. Et ouais, c'est pour ça que, comme tu disais, être très présent au rebond offensif, ça dissuade la transition. Parce qu'en fait, tu es directement en train d'activer un levier, et ce levier-là, il déclenche quelque chose d'autre chez l'adversaire. Je trouve que parfois on oublie un petit peu à quel point les équipes, en fait, elles jouent pas. Enfin, je veux dire, chaque match, et c'est une équipe contre une autre, il y a une vraie notion de toutes mes forces et faiblesses sont énormément influencées par l'équipe contre laquelle je joue. Donc si je suis l'équipe la plus efficace au cercle de la saison, mais que je joue contre l'équipe qui dissuade le plus l'accès au cercle ou qui arrive le plus à le fermer, bah en fait cette force-là, elle va peut-être pas devenir une faiblesse, mais elle va peut-être être moins impactante ou même avoir une neutralité certaine, voire devenir une faiblesse si j'appuie trop là-dessus et que ça fonctionne pas, parce qu'en réalité, c'est une de mes seules forces. Donc enfin, je veux dire, la notion de c'est pas tout, rien n'est automatique parce que tout est influencé par. T'as rien 50. n'existe en soi, quoi. Il y a un Oui, jeu de Hmm. réponse, ouais, effectivement. Mais tu c'est vois, autre ça, c'est une. exemple, parce qu'on Ouais. m'avait dit. Vas-y, en fait, je disais que genre, c'est une sorte de réaction chimique. En gros, pour que ton jeu il Oui, puisse exister, il faut que tu puisses le faire contre quelqu'un d'autre. Sinon, en fait, Enfin, tout est dépendant de l'adversaire, entre guillemets, quoi. autre exemple de ça, c'est le fameux Jokic qu'on aimerait mettre défensivement, on aimerait le mettre dans un spacing maximum, mais concrètement, combien d'équipes possèdent un mec capable de défendre sur Jokic et de résister et de shooter à 3 points. Tu vois, c'est pareil, hein, Jokic est tellement fort au poste bas ou Embiid qui te dicte aussi quel joueur tu fais jouer en face. Et tu as besoin de mecs qui sont un peu des stoppers post-up, etc. Donc comme tu dis, c'est un peu ce jeu de question-réponse non, mais oui, enfin ouais, j'ai pas le mot. Baptiste, je t'en prie. D'adversité, quoi, tout simplement. Genre, il y a une question, oui, c'est ça, de question-réponse, d'adversité. En fait, Ouais, ouais. tu dépends forcément de ton adversaire. T'es pas une équipe. Enfin, je veux dire, les Cleveland Cavaliers, c'est pas.
c'est une entité. Genre, quand on regarde leurs stats, on regarde sur leur saison en moyenne. Mais en fait, chacun des matchs de Cleveland est différent parce que chacun des matchs de Cleveland est joué contre une équipe différente. Ouais. Donc Ouais. voilà. Et Et moi, j'ai fait le tour de des petites stats allez. intéressantes que je voulais présenter qui avaient un peu changé sur la saison. Donc, voilà, je sais pas si vous avez remarqué d'autres choses de votre côté, mais j'ai fait un bon petit tour, moi. Non, ben moi j'avais des trucs à dire, mais vous êtes parti dans une discussion, donc je voulais pas vous couper, mais qui était très intéressante. Mais sur Houston un peu plus, ce qui est marrant aussi, je trouve, c'est que il y a aussi un truc de quand t'es fort au rebond offensif, ça veut pas forcément dire que t'es fort au rebond défensif. Et bon, Houston pour le coup est plutôt pas mal au rebond défensif, alors qu'ils sont élites au rebond offensif, mais en fait, c'est à quel point les deux sont pas forcément liés parce que le rebond défensif dépend aussi beaucoup des schémas et tout ce que vous avez dit. Cleveland, ils attaquent le rebond offensif face à OKC parce que OKC, leur schéma, c'est d'être agressif, et etc. etc. Et ce que je trouvais intéressant, du coup, au tout début, quand on parlait de Houston, c'est que Houston, du coup, a quasiment le même offensive rating que l'an passé. Donc 115, voilà. On a dit l'offensive rating moyen a diminué. Donc en fait, eux, en restant au même niveau, ils Ouais. sont passés de 20e attaque à 9e défense, juste en se maintenant. Et ce qui est marrant, c'est à quel point on peut voir un peu l'impact du rebond offensif là-dessus. C'est que sur l'attaque de demi-terrain, ils sont mais beaucoup moins bons que l'an passé. Ils sont passés de 97 points par 100 possessions à 92,8. Donc en fait, ils ont perdu plus de 4 points par 100 possessions sur le demi-terrain qui ne prend pas en compte le rebond offensif. C'est ça, ouais, Et c'est une c'est particularité stat que c'est ça. le site sépare les deux. Donc à partir du moment de la possession sur demi-terrain où il y a tir et rebond, le rebond, voilà, c'est fini, quoi. Donc c'est aussi la stat est un peu trompeuse aussi en ce sens, quoi. Mais effectivement. C'est ça. Et du coup, en fait, il y a en un sens où ils sont devenus, entre guillemets, une meilleure attaque, vu que le contexte défensif est meilleur, en changeant de style de jeu un peu, et limite en appuyant encore plus j'ai envie de dire presque moins de spacing, parce que on fait Ouais. plus jouer à Amen Thompson, on fait la seconde unit, il y a Steven Adams, il y a Jason Tate, il y a aucun shooter, quoi, en gros. Et je trouve ça assez paradoxal et marquant de finalement pour l'instant, après, c'est ce que je crois, Azad, tu l'avais tweeté, c'est Houston, cette saison, c'est un peu l'équipe des possessions ultimes. C'est-à-dire qu'ils sont pas forcément, même pas du tout efficaces. Ils sont 28e à l'IFG, du coup, c'est-à-dire que quand ils prennent un tir, ils sont pas du tout efficaces, mais ils perdent aucun ballon. Ils prennent 35% de rebonds offensifs. Et de l'autre côté, ils provoquent quand même pas mal de pertes de balles avec 15,5%. Ouais. Et ils sont plutôt pas mal pour protéger leur rebond, quoi. Du coup, c'est assez marrant de voir à quel point je sais pas, mais c'était un peu une question que je me pose, c'est à quel point ce système, c'est vraiment, comme vous dites, ça dépend pas aussi du match-up, c'est-à-dire que si tu tombes sur une équipe qui est très très forte justement pour peut-être protéger son rebond défensif, est-ce que ça te coupe pas de ta source d'attaque primaire, quoi? Bah oui, et c'est là où du coup avec tout ce qu'on a dit, le bilan c'est est-ce que le futur de la NBA ça va pas être des équipes avec que des shooters à 3 points à 40% ou alors celles qui en ont pas qui vont mettre 5 mecs dans la boue en train de se battre pour le rebond offensif, quoi. C'est le futur de la NBA, ça va être dans les deux sens, quoi. Il y a certaines équipes qui auront des shooters, elles seront très loin et les autres ça va se bastonner au rebond. Mais non, mais moi ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Baptiste, c'est que ça illustre bien aussi à quel point le rebond offensif est aussi et surtout une question de stratégie. Parce qu'en effet, avant, tu avais un peu ce truc assez classique de. Enfin, en tout cas, la corrélation était plus grande de, voilà, en fait, est-ce que tu as un bon secteur intérieur ou pas? Est-ce que tu as deux pivots, enfin, en poste 4, poste 5, bons rebondeurs ou pas? Et en général, les équipes étaient compétentes dans les deux ou pas compétentes dans les deux. Je sais pas, moi je dis, si t'es en Toronto d'Andrea Bargnani, t'étais nul aux deux, quoi. Tu prenais pas de rebond défensif et pas de rebond offensif. Si t'étais les Grizzlies ou les Pacers il y a plus de 10 ans, tu pouvais être compétent un peu dans les deux, quoi. Et c'est vrai que là, ça illustre bien à quel point c'est une stratégie et pas juste quel est ton personnel. C'est que tu as des équipes, je crois que c'est OKC qui est un peu pareil aussi, qui est très bipolaire là-dessus, où tu peux être très bon à l'offensif parce que c'est une stratégie et parce que ça dépend pas que de ton pivot, parce que tu envoies aussi des mecs, et de l'autre côté, un peu léger au rebond défensif, quoi. Donc c'est ça, voilà. Parfois, on fait un peu le raccourci, tu sais, de est-ce que tu as un gros mec, quoi, qui peut t'assurer le rebond. On parle du rebond en général, alors qu'en fait, il faudrait peut-être
parler des deux, quoi. Encore plus parler des deux, d'autant plus avec les schémas défensifs où ton big parfois n'est même pas autour du panier. Donc ouais, tout ceci montre la complexité aussi de la NBA qu'on a actuellement et qui est finalement assez passionnante, quoi. C'est Milwaukee qui est terrible là-dessus. Ils sont derniers au rebond offensif et ils sont cinquièmes au rebond défensif. Voilà. Parce que Brook Lopez, défensivement et offensivement, tu regardes où il se place sur un terrain, C'est pas t'as pareil. à peu près vite ton explication. Et est-ce que les Pelicans, c'est pas un peu l'inverse, avec un Zion qui va prendre 4 rebonds offensifs sur la même possession, mais qui par contre en rebond défensif est un peu mauvais, quoi, tu vois. Faudrait qu'il joue pour pouvoir qu'on ait pour C'est vrai. un échantillon. C'est vrai, Non, c'est mais vrai. pour Non, mais le dans coup, l'idée, quoi. il y a un peu Memphis aussi qui est comme ça, où ils sont Oui. ultra agressifs au rebond offensif. Ouais. Et défensivement, vu que ils aiment bien jouer avec les match-ups, comme dit, et aussi ils aiment bien jouer beaucoup de transitions et quitte à un peu se dévoiler défensivement et créer beaucoup de pertes de balles aussi, c'est souvent des trucs qui sont liés. C'est là où OKC, je trouve, c'est parlant, c'est que ils sont ultra agressifs sur le porteur avec Hartenstein, etc. Et tout leur... en fait, pas que Hartenstein, mais Hartenstein, il peut faire du edge et du blitz parce qu'il est super mobile. Et finalement, ils sont pas forcément bons au rebond, alors qu'on aurait pu penser... Alors je pense que sur certaines séquences aussi, ça aide, mais on aurait pu penser que Hartenstein, vu que c'est un gros rebondeur, il allait changer le rebond défensif. Mais je pense que en fait, un joueur, il peut plus influer sur ton rebond offensif que défensif, quoi, finalement. Mais bref. Tu vois, le Memphis. top 5 des équipes à rebond défensif, Ouais. au pourcentage, il n'y en a aucune qui est top 10 au rebond offensif. Et l'inverse, les meilleures équipes au rebond offensif, t'en as une qui est 12e, mais sinon 21e, 17e, 29e et 10e, quoi. Donc c'est vraiment c'est deux exercices très différents, quoi, au final. Ouais, t'as que deux équipes qui sont dans le top 10 des deux. T'as genre Golden State qui est 8e et 9e. Et du coup, c'était Charlotte qui est 5e au rebond et 10e au défensif. Mais sinon, t'as pas mal de cancres au rebond. Du coup, Pelicans, Utah, comme d'ailleurs. disait Guillaume, où ils sont 7e au rebond offensif et 30e au rebond défensif. Ah oui, Ah tu vois, je connaissais même pas la stat, mais ça m'étonne Et pas. pour le coup, Zion n'a pas beaucoup joué cette année en plus. Ouais. Donc, effectivement. Et de l'autre côté, on parlait de parfois le rebond offensif peut être un patch parce que c'est aller chercher plus de possession quand t'es nul. Utah, tu vois. Ouais. Utah, ils sont top 3 au rebond offensif. C'est exactement ça aussi. Et Portland aussi d'ailleurs, au final. Portland, Charlotte qui est pas efficace offensivement, Toronto. New Orleans. De toute façon, tu regardes les 10 meilleures équipes au rebond offensif, t'as que 3 équipes qui sont dans le top 10 de l'efficacité point par possession. Ouais. Donc ça se voit que c'est un patch, alors que défensivement c'est un peu moins le cas, mais parce que en fait, le rebond défensif, c'est plus une nécessité qu'un outil. Tu vois, le rebond, en fait, t'es obligé de prendre un rebond défensif parce que sinon tu passes ta vie à juste défendre des tirs parce que l'action ne s'arrête. En fait, l'action ne sauf s'arrête si tu jamais. crées une perte de balles avant que le tir c'est soit ça. pris. Mais le truc, c'est que le rebond défensif, c'est plus une nécessité dans le sens où si tu prends pas ton rebond offensif, tu vas passer en fait, c'est pas... Limite, c'est impossible de pas en prendre, entre guillemets. Alors qu'au rebond offensif, je trouve que c'est plus un outil, là où le rebond défensif est plus une nécessité, entre guillemets. Pour le reformuler, tu pourrais être une bonne équipe sans jamais aller prendre un rebond offensif. Oui. Alors que tu pourrais pas être une bonne équipe sans jamais prendre un rebond défensif. Ouais, et ben, figurez-vous que je suis d'accord dans la théorie, mais OKC est quand même aujourd'hui sur les bases de moins 10 de relative defensive rating, quoi. Donc moins 10 de defensive rating par rapport à la moyenne. Et alors je sais pas, moi j'ai cherché récemment, je sais pas Guillaume, parce que peut-être que toi tu as aussi cherché ou Azad, mais je n'ai jamais vu moins 10 de defensive rating, c'est-à-dire que les grands Spurs Celle qui 2008, je crois qu'il doit y avoir des Spurs qui sont autour des moins 8, un truc comme ça. Ouais, moins 8, mais jamais la barre des 10, je l'ai jamais vu passer. Il y a les Bucks aussi, les premières années de Bud, où ils sont assez impressionnants. Et ils font ça en étant, comme dit, 28e au rebond défensif, quoi. En étant, mais après, c'est là où les four factors sont aussi à prendre dans leur globalité. Ouais. Parce que tu vois, ok, ici prend pas de... Enfin, ils concèdent des rebonds offensifs. Ok. Mais ils concèdent très de peu l'autre côté, les mecs, en fait, il n'y a pas de rebond. Enfin, parce qu'ils défendent bien. Et en plus, ils empêchent qu'il y ait un tir à la fin de la possession parce qu'ils font beaucoup de styles, quoi. Donc, c'est là-dessus il faut prendre la globalité du truc et pas... Encore une fois, c'est ce qu'on dit depuis le début, mais contextualiser par rapport à ce qui se passe sur le terrain, contextualiser par rapport à d'autres domaines du jeu, et qu'aucune stat et aucun domaine du jeu n'existe en soi, quoi. C'est toujours un jeu de... Non, question-réponse. Non, ça me va pas cette expression, je trouve pas d'autre. Mais... Dualité.
Chaise musicale, je sais pas, Squid Game, non, Le chat et la souris. Call of Duty, non, pas non plus. Je sais pas quel jeu c'est, mais c'est un jeu en tout cas. Le chat et la souris, ça te plaît pas? Chat à la souris, ouais. Un petit peu. Ça fonctionne. Un Zidane, Non, mais peut-être, pour parler des Ouais, jeux. ouais, mais ouais, du coup, c'est. Ok, ici, c'est vrai que c'est. Enfin, je trouve, c'est. Encore une fois, c'est un exemple de. Enfin, c'est fascinant, quoi, de voir Ouais. que finalement, tu peux un peu casser les codes parce que, bah, historiquement, on va dire. Et c'est vrai, il y a une corrélation entre de rebond défensif et defensive rating, quoi, si je dis pas de bêtises. Et, Après, il faut aussi bref. faire gaffe, et moi, je suis le premier fautif, mais aux ordres de grandeur. Parce que tu vois, on dit 28e dans un domaine et premier dans l'autre, est-ce que ça se compense ou pas? Faut aussi regarder parfois les chiffres bruts, parce que tu vois, ça correspond pas. Parfois, tu peux être 30e, mais sauf que ça correspond à, je dis n'importe quoi, hein, mais t'es 30e de NBA, t'es le pire, mais ça concerne 15% des possessions ou 15% de turnover percentage, Ouais. ou je sais pas quoi. Et parfois, et de l'autre côté, tu dis, ah ouais, on est quand même top 5 là-dedans, et ça va être sur 40%. Tu vois, donc Ouais, et parfois, pour le coup, non. c'est un bon exemple. Vas-y. Parce que bah, le rebond défensif, pardon, il y a Ouais. beaucoup moins d'écart que sur le rebond offensif. Exactement. C'est-à-dire que ça se situe entre, ok, je suis allé voir, moi j'aurais dit 25 et 30, mais 25 et 32% sur le rebond défensif. Là où On la avait parlé de ça création... à Zad, non, l'an dernier? Ouais. C'est ça, hein? Ouais, c'était un peu. T'avais fait un c'était thread exprès où on s'était rendu compte que finalement les ordres de grandeur étaient pas pareils, donc le défensif était plus important. Ouais. C'est Ouais, ça, ouais, donc, il était et du coup, OKC en tant que 28e, en fait, est pas si loin de la moyenne, alors que sur le rebond Exactement. défensif, alors que sur la création de paires de balles, bah là ils se séparent, quoi. Là, ils se séparent Exactement. vachement, quoi. C'est pour Donc, ça que les ouais, classements tout à c'est fait. bien, mais en fait il faut mélanger les deux aussi, quoi. Ouais. Parce que parfois c'est pareil. Tu dis ah ouais, ils sont premiers de NBA ou alors deuxième, et en fait parfois tu peux être premier avec un écart monstrueux Mais et c'est ça, juste ouais. le classement ne rend pas honneur à ta perf, quoi. Donc ouais. Bah, le nombre de drives de OKC fut un temps, les 3 points de Houston, même les 3 points de Phoenix. Je crois que j'avais regardé les 3 points de Phoenix avec Steve Nash. Et ils ont un écart pendant 4-5 ans Ouais. qui est en gros, il y a autant d'écart entre eux et le deuxième qu'entre le deuxième et le 15e, je crois. Ouais. Donc, bon, bref, voilà. Mais Le tout TJ à fait. McConnell des années 2000. Steve Nash. Le Darius Garland des années 2000 ou le TJ McConnell? Non, Darius Garland c'est Steve Francis, non? Oh waouh. Ah ouais? Je Je sais pas. sais même pas qui c'est. Enfin, je sais qui c'est Oh. Steve Francis, c'est un joueur de basket, mais je saurais même pas dire par où il est passé. Les Knicks? Non, je parlais Ah de non, l'arrière gauche de Wolverhampton. Non. Bref. Et ben. Ah pardon, je suis pas animateur, j'allais conclure, mais non, excuse-moi. Mais j'allais faire pareil. Je pense que ça fait un bon petit épisode. Je sais pas si vous aviez une dernière chose à rajouter, mais moi j'ai fait le tour de mes petites idées. Moi, c'est bon. Est-ce que c'est Guillaume, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je regarde au niveau des net ratings, je vois qu'on a un Washington qui a moins 15. Ah oui. Est-ce que Oh, c'est. je crois qu'on en c'est- parle à chaque fois. C'est mon marronnier. C'est mon Ah ouais marronnier. À chaque semaine, je regarde le net rating de Washington. Ah ouais, faut que ça se maintienne. Non, mais en plus, de l'autre côté, on a l'inverse. On a aussi 3 équipes au-dessus de la barre des plus 10 de différence à attaque-défense, ce qui serait historique, hein. Je crois que la seule fois où on en a eu plusieurs la même année, c'était 2016. C'était Spurs Il y avait et Spurs, Warriors, qui était un peu une anomalie. Mais bon, à voir, hein, est-ce que ça va se normaliser ou pas avec la fin de saison. Mais non, ouais, si, dernier point. Je vais lire un truc. Attends, j'ai retrouvé. Tu m'as dit qu'il c'était combien en attaque, Cleveland, au classement? Premier. Premier, ok. Premier. Over-under du Basket Lab. L'attaque Oh, wow. des Cavaliers, classement à l'offensive rating 7,5. Azad under, Guillaume over. Voilà. Merci de l'invitation. C'était un plaisir d'apparaître sur le NBA Dreamcast Show. Azad, quelque chose à dire pour ta défense? Je sais pas, attaque-le sur un autre over-under ou quelque chose comme ça, quoi. En vrai, il y en a 60 des over-under. Je pense que l'épisode de bilan, il va durer 3 heures. Ça va être fantastique. Wembanyama MVP. Aïe, Guillaume aïe, aïe. over. Aïe, aïe. Arrête, il est 4ème du MVP ladder. Oui, mais, putain. mais je te dis, il va monter, tu vas voir. Tu peux Et en shorter plus, encore tes actions, hein, sur le MVP là. Ouais. Ça Et en prend plus, pas à mal. l'ouest qui est serré, tu vois, il pourrait limite éviter le play-in et tout le monde
Tout le monde regarde que le classement, comme tu as dit. Après, pour le MVP, il faut on ne juste fait pas surveiller attention. qu'est-ce qui se passe sur le Denver Sixers de février, quoi. C'est un peu ça qui décide chaque année le MVP. Les années où Et- les Sixers gagnent, c'est Embiid. Et les autres, c'est Jokic. Voilà. Et un tweet aussi que tu as mis que j'ai bien aimé, c'est faut juste regarder le nombre d'assists par match de Jokic. S'il passe les 10, du coup, c'est automatique. C'est automatique. Oui, c'est vrai. Puisqu'il sera en triple-double. Enfin bon. Triple-double, ouais. Est-ce que mais- ça serait pas le truc le plus marrant de l'histoire que Jokic a un MVP triple-double avec Westbrook dans son équipe? Oh, Ah, est-ce que c'est. Je sais pas. c'est poétique. Ou alors qu'il l'est pas, justement. Oui, qu'il ait Ah, pas qu'il le ne l'est MVP. pas, ce serait plus drôle, ouais. Ce serait plus drôle, Ouais. ouais. Mais non, mais écoute, merci Guillaume d'être passé, c'était très cool. C'est grave bien. Je me suis Merci, bien hein, amusé. merci J'espère de que m'avoir toi invité aussi. sur le NBA Dreamcast Show, toujours un plaisir. Moi, je vais même pas lever parce que j'ai laissé tomber. On a Vous abandonné. vous moquez de moi parce que je dis NBA Dreamcast Show. Pour le référencement, vous avez quand même ajouté NBA Podcast à la fin de Dreamcast Show. Hein, donc Oui, je suis bon, pas on sait totalement jamais. dans le. Hein. Ah, mais on sait jamais, pour Ah que oui, les mais gens moi, ne c'est- soient pas bon. perdus. C'est pour tenir la main des gens quand ils C'est viennent pour ça que sur je vous avais la dit de garder plateforme. le NBA Dreamcast Show à la base. Hein, mais bon. Mais écoute, on n'a pas tout écouté. Non, mais le pire, c'est que les gens, tu sais, sur YouTube, tu peux regarder c'est quoi que les gens ont tapé pour tomber sur ta chaîne. Et genre, le truc qui ressort le plus, c'est NBA Dreamcast Show ou NBA Dreamcast. Donc, c'est terrible. On est des génies du marketing. On Moi, est c'est des Zidane. génies du marketing. Mais bon. Zidane, pour les quiz. Moi, c'est Zidane frère Azad. Le truc le plus recherché. Stephen Curry a-t-il un frère en NBA? Mais écoutez, c'était très cool. J'espère que cette heure et demie vous aura plu. Je vais conclure parce que là, je Vas-y, sens vas-y. qu'on part en cacahuète. Hein. On va allumer un cierge pour Washington, pour que Washington se maintienne. Pour Et me marronner. ils font aussi le double 30e attaque, 30e défense. Ça, c'est beau. J'espère que cet épisode vous aura plu. On vous dit à très très vite. Et Azad, je te laisse le mot de la fin. Et ben, à ce soir, sur la quotidienne du Basket Mais Lab. il sort pas aujourd'hui l'épisode. Et ben, c'est pas grave. Peut-être que j'y serai le prochain soir aussi. Il sort samedi. Bon bah voilà, le soir où il y a pas de quotidienne. Aïe. Parfait. Bon Et, week-end. bon week-end. N'hésitez pas à aller voir du coup la quotidienne. On va quand même finir comme ça. À passer sur la quotidienne sur le Twitch du Basket Lab. Prenez soin de vous. Passez une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao ciao. Ciao, à ce soir.